C'est là qu'on a commencé à dire, mais qu'est-ce que ça devait être avant les grands arbres là-bas? Pratiquement ici, là, dans ces endroits-là. Hein, il devait être là, voilà. Là, sur la route, là. Enfin, sur la route, voilà. Bizarrement, dès qu'il voit cet objet, Bruno sort de la voiture et part dans le champ, sans même s'en rendre compte, comme téléguidé. Ses trois amis, eux, sont paralysés, incapables de sortir de la voiture. Bruno, toujours inconscient, les aurait rejoints un instant plus tard. C'est là où j'ai repris conscience, dans la voiture, le moteur qui tournait, et où il me semblait qu'il n'y avait rien eu. Bon, j'étais revenu normalement, où j'aurais dû être. Le problème, c'est qu'au moment où Bruno reprend conscience, il réalise que sa voiture n'est pas là où il s'était arrêté, là où il est descendu, mais 2 kilomètres plus loin. Une situation rocambolesque. Au même moment, à 2 endroits différents, 5 personnes sont comme déconnectées. François, à 3 kilomètres sur le parking, Bruno et ses 3 amis dans la voiture. Un seul va se souvenir de ce qui s'est passé, c'est Bruno qui travaille à l'époque à la base nucléaire de Taverny. Et ce qu'il raconte est impensable. Il dit s'être retrouvé dans ce vaisseau inconnu, qu'il a même dessiné. Il se souvient d'une vitesse incroyable. Quand j'entendais le bourronnement que je voyais dans le hublot, je peux vous dire que ça bourrait. L'impression de vitesse m'est restée pendant des mois. Et quand je dis vitesse, la façon que ça défilait dans le hublot, je dirais pas vitesse luminique, je sais plus où j'en suis. Hein. Et je me suis permis de rouler à 220 km/h sur l'autoroute. On aurait dit que je n'avais même pas démarré à côté de la sensation. Et j'entendais un doux ronronnement. Comment un homme qui jusque-là ne s'était jamais intéressé de près ou de loin aux ovnis peut-il raconter une telle histoire? De son côté, François émerge lui aussi d'une sorte de torpeur au moment où ses amis le rejoignent. Et d'un coup, on m'a tapé au carreau. Les collègues arrivaient. J'étais sur le passage des voitures, je ne les ai pas vus arriver. Je n'ai rien vu du tout et je ne me suis pas endormi pourtant. L'histoire est tellement extravagante que je m'interroge. Ce sont tous des notables et ils n'ont vraiment rien à gagner à raconter des faits aussi improbables. Bruno Drouin, que vous connaissiez bien, oui, je ouais. crois, est-ce que vous pensez qu'il ait pu inventer ou délirer? Non. Oh non, non, pas du tout. C'est un monsieur extrêmement droit. Et puis, non, non. Non, non, avec le poste qu'il avait, je pense pas qu'il ait eu des réactions comme ça. Qu'est-il arrivé à ces 5 vieux copains? Le mystère reste entier. Mais ce ne sont pas les seuls qui, cette nuit-là, ont observé quelque chose. Nous avons retrouvé le maire du village à qui plusieurs personnes du hameau se sont confiées. Comment est-ce que vous avez entendu parler de ce phénomène la première fois? Écoutez, la première fois, c'est lors de mes permanences à la mairie d'Aravilliers. Alors, ils m'ont raconté qu'une lueur extrêmement forte les avait éblouis et que pendant un temps relativement important, qui doit se situer à peu près à partir d'ici, où on est là, ces gens ont un trou noir, une perte de connaissance et pendant lesquels ils ne se souviennent de rien. Des lumières étranges qui survolent la ville, une personne qui perd connaissance tout en conduisant sa voiture. Comment un maire peut-il prêter attention à des faits aussi extravagants? La façon dont la personne m'a expliqué le problème, j'ai pensé quand même qu'une personne qui avait été si effrayée, ça semblait pas être une blague, d'autant plus que c'était pas, comme je le disais, des farfelus. C'était des gens responsables qui avaient des postes de travail importants. Et alors, dans les jours qui suivent, vous apercevez que ce phénomène, en fait, il n'a pas concerné que ce groupe de chasseurs, visiblement. Alors, d'abord, je me suis aperçu que d'habitude, je me lève effectivement toujours de très bonne heure, hein, aux alentours de 7 h du matin, 8 h. Et là, alors que j'avais une réunion importante, je me suis réveillé, il était 11 h. Et bon, déjà, c'était un peu anormal que moi, je me lève tard, mais toute la famille s'est levée tard. C'est vraiment pas habituel. Pourquoi est-ce que le fait d'avoir dormi est lié au phénomène? Il se trouve que la maison que j'habitais est exactement
sur la trajectoire de l'engin que les personnes ont vu. Moi, j'étais vraiment en dessous. En effet, si l'on trace une ligne entre l'endroit où Bruno voit l'objet et le parking où attend François, la trajectoire de l'engin passerait juste au-dessus de la maison du maire. Et le pire de tout, c'est que plusieurs personnes du hameau du Ruel ont eu le même problème. Donc c'est quand même quelque chose de... Le même problème, c'est-à-dire? Ils se sont réveillés tous très tard. Cette nuit-là, d'autres personnes ont été touchées par le phénomène. Ils habitent eux aussi dans le même hameau, en dessous de la trajectoire de l'engin, mais ce qu'ils racontent est encore différent. C'était donc la chambre de ma fille était là. Celle-ci, là. Voilà. Donc vous voyez, il y avait, les volets étaient fermés et on a rajouté par la suite un rideau occultant. Claude est conseiller municipal. Cette nuit-là, sa fille âgée de 20 mois pousse un hurlement. Il est 7 h du matin, l'heure précise où les chasseurs ont vu un engin inconnu les survoler. Elle est d'avril, ça s'est passé en janvier, donc elle avait 20 mois à peu près. Et ça faisait plus d'1 an qu'elle faisait ses nuits normalement. Et tout d'un coup, d'entendre un bébé qui se met à hurler en pleine nuit, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Pour les parents, c'est juste un cauchemar, une terreur nocturne. L'ennui, c'est que le comportement du bébé se met curieusement à changer. Toutes les autres nuits qui ont suivi, elle a recommencé à hurler. Mais ce n'était pas des petits pleurs, c'était vraiment des hurlements. Et il est même arrivé des fois où elle était debout dans son petit lit, elle avait encore un petit lit à barreaux, à taper sur le mur en disant « aie peur, aie peur ». Alors on peut pleurer une fois parce qu'on a eu un cauchemar, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit la veille qui vous a traumatisé, mais on ne pleure pas comme ça toutes les nuits d'affilée pendant plusieurs semaines, voire presque plusieurs mois. Un traumatisme qui dure des mois. Il consulte un pédopsychiatre, mais aucune explication n'est trouvée pour expliquer les terreurs de la petite. Un soir, mon mari est revenu d'un conseil municipal en me disant « écoute, j'ai appris quelque chose de bizarre. Le qui aurait éclairé, qui aurait... la nuit où elle a eu tellement peur. » Et à l'heure précise, où 5 personnes du même village disent avoir vécu des phénomènes inexpliqués. Vous, aujourd'hui, vous n'avez pas le doute sur le fait qu'il s'est passé quelque chose? Ça peut pas être Non, je suis persuadé, oui. J'en suis persuadé. Alors que, croyez-moi bien, tout ça, c'est, encore une fois, moi, il me faut des faits réels. Je suis complètement cartésien et obligatoirement, il s'est... Convaincu? Parce que vous avez vu votre fille qui a eu un cauchemar, en fait. Oui, mais c'est cette lumière que tout le monde a vue, que beaucoup de gens ont vue. Et puis, rétrospectivement, ces gens qui se sont réveillés plus tard que d'habitude, c'est pas une personne, c'est 4, 5, 6 personnes, en gros, qui se sont réveillés effectivement plus tard, beaucoup plus tard. Enfin, une famille et puis d'autres voisins. Dans ce village, le maire, le conseiller municipal et 5 autres personnes réputées sérieuses prétendent qu'il s'est passé quelque chose qui les a totalement bouleversés. Maintenant, que ce soit des engins extraterrestres, j'en sais absolument rien. Mais en tout cas, trop de personnes sont venues me voir, me l'ont vraiment bien décrit pour qu'il ne se soit rien passé. Bruno, le témoin principal, a-t-il pu se retrouver à l'intérieur d'un vaisseau, comme il l'affirme? Ça semble absurde. Et pourtant, il est loin d'être le seul à raconter ce genre d'expérience incroyable. À plusieurs centaines de kilomètres de là, Charles raconte la même histoire. La première fois qu'il a observé ce phénomène, il avait 8 ans, et cela lui serait arrivé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, Charles a 65 ans, et après des années de silence, il commence à peine à en parler. Il se souvient parfaitement de chaque détail. Vous vous souvenez du premier souvenir lié à un phénomène un peu étrange qui vous soit arrivé? Le premier souvenir, oui, j'avais 7 ou 8 ans, puisque j'étais avec un petit camarade d'école, on jouait à la balançoire. Et devant nous, dans la plaine, c'était à l'automne, un objet lumineux, mais magnifique, en forme de cigare, à une hauteur peut-être de 200-250 mètres, arrive devant nous. Voici l'objet qu'il a lui-même dessiné. Et on se sentait observé. Il avançait un peu, il arrêtait. Et ça a duré peut-être 15-20 minutes. Et après, d'un seul coup, pouf, il a disparu. Mais c'était tellement magnifique que c'est quelque chose qui m'est resté gravé à tout jamais, quoi. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans les années qui suivent? Vous revoyez d'autres phénomènes de ce type-là ou pas? Alors, pas du tout. Donc, dans les années qu'on suivit, il n'y avait plus rien. Je n'avais rien.
Les années passent, Charles grandit. Ce passionné de mer et de pêche pense que tout cela est bien fini, jusqu'au jour où... Là, ça a été le gros choc. En 1976, c'était au mois d'octobre, une grande marée, et j'avais un jeune homme, un étudiant, qui me donnait un coup de main, j'étais commerçant. Je dis, tiens, Yvon, je vais aller cueillir des moules, viens-tu avec moi? Donc on va cueillir des moules, et en revenant, dans la plaine, je sais pas, à 300-400 mètres, même plus que ça, oui, à 700-800 mètres, et je vois une grosse lumière dans la plaine. Je lui dis, tiens, les cultivateurs, ils travaillent tard ce soir. Puis à l'époque où c'était, ils n'avaient plus à travailler aussi tard, parce qu'il faisait nuit. Alors, je m'approche de cette lumière, de ce feu. J'ai pris un tracteur en feu. Puis plus j'approchais, non, c'était pas un tracteur qui était en feu. Je voyais plus après une grosse boule de lumière. Alors c'est pareil, magnifique, 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 de toutes les couleurs. Enfin, bleu, orangé, ça c'est tout là. Et par endroits, il y avait des zones bleuâtres, que moi je dirais des hublots. Pas mal aux yeux du tout. Vous pouviez fixer, moi je fixais les lumières sans aucune gêne. Et à 300-400 mètres de cette lumière... Vous n'étiez pas paniqué, là? Non, j'étais paralysé. Des messages, c'est-à-dire? De parler. Ben, c'est comme des messages télépathiques, mais d'une puissance inimaginable. Vous ne pouvez pas... Enfin, personnellement, moi, je ne pouvais pas aller outre de ces messages. Quand j'ai reçu de l'ordre de ne pas en parler, je ne pouvais pas en parler. Quand je voulais en parler, une chape de plomb me tombait sur les épaules. Tais-toi. Mais, pardonnez-moi, mais si moi je suis au volant d'une voiture, je vois un feu, et puis j'entends des voix dans ma tête, je me dis, oh là là, il y a un truc qui débloque là. C'est pas ce que vous vous êtes dit? Non, parce que aussitôt, j'ai reçu ces messages, ce sont des extraterrestres. Aussitôt, j'étais connecté à la chose. Comment? J'en sais rien. Donc, je ne me suis pas posé de questions. Vous savez, je ne me suis pas dit c'est ceci, c'est cela. Non, pour moi, ben, je suis rentré dans quelque chose qui n'est pas commun, mais je dis, bon, ben, ça y est, j'ai découvert. J'ai découvert quoi? Ben, j'ai découvert que nous n'étions pas seuls dans l'univers et que nous étions visités. Mais au fait, qu'en est-il d'Yvon, le jeune homme qui accompagnait Charles dans sa pêche aux moules? Yvon, qui est à côté de vous dans la voiture, Yvon, on n'en a jamais parlé. Jamais? Jamais. Comme s'il y avait un interdit d'en parler. Je ne pouvais pas. C'était comme ma voiture que je ne pouvais pas conduire, mais qui continuait à rouler. J'ai passé un carrefour, mais sans conduire ma voiture. Et après, quand j'étais libéré, parce que j'ai passé l'objet, quand j'étais libéré, j'ai voulu revenir. Je n'ai pas pu revenir, je me suis retrouvé paralysé. Donc j'ai continué mon chemin. Quand Charles a décidé de rentrer de sa pêche aux moules, il était 18h30 et il se trouvait à peine 20 minutes de chez lui. Pourtant... Il était 23 h quand je suis rentré à la maison. Alors je dis, là, il y a un truc qui colle pas. Je dis, on peut cueillir des moules la nuit. Allez, au mois d'octobre, fin octobre, à 18h30, il fait nuit. Hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis rentré qu'à 11 h à la maison? C'est-à-dire que vous voulez dire qu'entre le moment il y a un où temps manquant. Un temps manquant. Exactement comme dans le cas d'Aravilliers. Des témoins voient un objet lumineux puis sont paralysés et oublient ensuite tout ce qu'il s'est passé pendant un moment jusqu'à ce qu'ils reprennent conscience alors que leur voiture a continué à rouler toute seule. Et toujours cette incapacité à raconter ce qui leur est arrivé. Et le lendemain, j'ai voulu en reparler à mon épouse. Impossible. Charles mène une vie agréable. Il a de nombreux amis, des activités. Et pourtant, il n'a jamais pu aborder son étonnante aventure avec ses proches. Mais au fond de lui, toujours cette question obsédante. Sommes-nous des cobayes? Sommes-nous en observation? Là derrière, il y a bien quelque chose, il y a bien une raison. Mais laquelle? Aujourd'hui, Charles se sent un peu plus apaisé. Il a enfin pu parler de son histoire. Avoir la force et le courage de raconter ce que l'on a vu et vécu quand on se dit enlevé par une force extraterrestre, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. Surtout lorsque l'expérience est encore plus
portable. Donc c'était au fond du jardin que vous avez vu au bout du terrain, au bout là, je me suis positionné juste en face là. Ouais. Et en fait, au bout du terrain, j'ai vu ça. Arrêt sur l'image, ça faisait ça. Moi je veux bien, mais j'ai pas rêvé quand même. Fabrice aurait filmé cette lumière en 2012 avec son téléphone portable. Je sais même pas comment j'ai pu prendre ça. Ah, vous avez pas de souvenir? Ah non. Comment ça, non? Bah, j'étais là, j'ai vu ça. Je me suis positionné là-bas, comme si j'étais sûr d'aller voir quelque chose, mais je me rappelle pas d'avoir pris ça en vidéo, quoi. Comment vous expliquez ça? Je sais pas. Et vous vous souvenez si vous êtes resté longtemps dans le champ ce soir-là? J'ai pas de notion de temps. C'était en 2012. Pourtant, Fabrice ne se rappelle pas avoir filmé l'objet. Ce qu'il n'a pas oublié, en revanche, c'est cette sensation d'avoir été appelé. Et vous ressentiez quoi quand vous regardiez ça? Bah, quand j'étais là, au bout du terrain, j'avais la sensation que, en fait, j'allais voir ça, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous observez quelque chose, c'est comme si vous étiez... Appelé. Appelé? Il y a des temps précis pour que je puisse voir ça. C'est, je sais pas, c'est un appel. Un appel. Fabrice va au bout de ton terrain, et puis tu vas voir quelque chose. Voilà, ça fait ça. Là, c'était en pleine nuit. Mais pour Fabrice, ce n'était pas la première fois. Et la première fois, c'était 2 jours, et le ciel était très clair. Comment ça a commencé, toute cette histoire, pour vous? Mais en fait, c'était le 19 novembre 2011. Il était 7h30 et il faisait super beau, quoi. Le ciel était bien clair. Donc je me suis positionné sur mon balcon avec ma paire de jumelles. Et en regardant les oiseaux, je me suis aperçu à un moment donné, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette chose-là, quoi? Et en fait, c'était 5 objets non identifiés en forme de triangle, noirs, qui tournaient, mais pratiquement au ralenti. Ils s'attendaient, en fait, dont un qui était en retrait. Et j'ai eu l'impression qu'en fait, il surveillait, quoi. Il était en retrait pour surveiller quelque chose. Vous n'avez pas pu confondre avec des hélicoptères? Non, il n'y avait pas de bruit, non. En plus, le temps m'a paru arrêté. Comment dire, on a estimé que ça avait duré, ma vision avait duré, pour voir ces objets-là, ça avait duré qu'un quart d'heure. Mais en fait, apparemment, ça avait duré 3 quarts d'heure. Et toujours ce fameux temps manquant ou temps arrêté. Cette parenthèse de quelques minutes ou de quelques heures durant lesquelles chaque témoin devient inconscient. Mais tout cela est-il bien réel? Fabrice en a même douté jusqu'au jour où des voisins assistent au même phénomène que lui. Il y a eu en septembre, en revenant du restaurant, j'ai dit à ma femme, arrête-toi, je viens de voir un objet non identifié, quelque chose de pas normal. Donc on s'est arrêté. Justement, il y avait des gens qui étaient dans leur cour, avec leurs enfants. Et en fait, qui ont vu à peu près la même chose que moi. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé ce soir-là, là? Alors, on était en soirée entre copains et d'un seul coup, j'ai vu une sphère lumineuse dans le ciel, mais sur le coup, j'ai cru que j'avais halluciné. J'avais pas parlé aussitôt. Un voisin pas très loin s'est arrêté, monsieur. Et s'est arrêté parce que lui aussi, il a vu une chose étrange dans le ciel. Et ça vous a surpris de voir ce... Oui, quand même. Enfin, après réflexion, une fois que le monsieur s'est arrêté, que je me suis rendu compte que j'avais vu vraiment pareil que lui, c'était quand même assez surprenant. Et alors, vous pensez que c'était quoi, ce truc? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Un objet volant non identifié. Et cet objet volant non identifié, ils sont plusieurs à l'avoir observé cette nuit-là. Mais ce qu'il s'est passé ensuite, Fabrice est le seul à l'avoir vécu. Un soir, j'étais me coucher, comme d'habitude avec ma femme. Je me suis endormi. Et à un moment donné, j'étais pour moi, c'était réel, quoi. C'était pas un rêve habituel. J'ai eu comme une paralysée. J'étais paralysé. J'ai voulu secouer ma femme pour lui dire Corinne, fais quelque chose, qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, j'ai vu comme 2 êtres de lumière. Ces 2 êtres qui faisaient 1,90 m, habillés d'une espèce de cape, illuminée, venir me chercher dans mon lit. Et je me suis passé par je ne sais où, rentré dans un vaisseau. Et je me suis retrouvé sur une table chirurgicale, couleur argentée, avec ces 2 êtres-là. Ça me paraissait vraiment réel, quoi. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'était pas un rêve, justement? Parce que le premier réflexe qu'on a, c'est de dire c'est un rêve. C'était pas un rêve habituel, quoi. J'ai jamais eu de rêve comme ça. Pour moi, c'était réel. Tous les jours, j'ai cette image-là dans la tête, quoi.
J'ai pas rêvé, ou alors il faut me mettre à l'asile. Est-ce que justement, devant le caractère un peu fou de cette expérience, notamment de ces êtres dans votre chambre, vous n'avez pas un moment, vous n'êtes pas un moment dit, bah, en fait, c'est peut-être moi qui débloque là. Ouais, mais attendez, c'est ce que je me suis dit, ce coup. Ceux qui partagent cette expérience sont unanimes. Le plus difficile, c'est de ne pas pouvoir en parler. D'être pris pour un fou, alors que l'on sait qu'il s'est réellement passé quelque chose. Vous essayez de vivre avec ça, mais c'est pas évident, quoi. C'est-à-dire, c'est pas évident. C'est pas évident, parce que moi, mon envie, c'est de le dire aux gens, mais personne ne vous croit. Ou très peu de gens vous croient. Moi, je sais, j'ai essayé d'en parler autour de moi, que ce soit dans ma famille ou des collègues de travail. Je me suis fait passer pour un... Ils ont rigolé, quoi. Ils m'ont ri au nez. Hein. Heureusement, j'ai ma fille. Hein. Elle me connaît bien, c'est bien que son père n'est pas un menteur. Pour Fabrice, cela reste une expérience traumatisante. Son épouse n'a pas souhaité en parler. En revanche, sa fille, consciente de la souffrance de son père, l'écoute et le soutient. Quand il m'a appelé pour m'expliquer par les émotions qu'il avait dans sa voix, etc., je savais très bien que ce qu'il disait était bien réel, quoi. Je peux pas penser une seule seconde que mon père ment, c'est pas possible. Je le connais trop bien pour ça. Même si j'ai rien vu, je le crois, je soutiendrai face aux gens qui peuvent être derrière, que ce soit négatif ou positif, je soutiendrai dans sa démarche. Comment poursuivre cette enquête? Pour moi, il est clair que tous les témoins que j'ai rencontrés, tous ceux qui disent avoir été enlevés, ont vécu quelque chose de particulier qui a changé leur vie. J'avoue que j'ai encore du mal à imaginer que ces phénomènes puissent être liés aux extraterrestres, mais je ne peux pas en rester là. En 2004, j'avais interviewé le plus grand spécialiste de ce genre de phénomène. Il habitait New York, il s'appelait Bud Hopkins. Il est aujourd'hui décédé. À l'époque, j'avais été fasciné par le personnage, mais je pensais que tout cela ne pouvait exister qu'aux États-Unis. Aujourd'hui, son témoignage prend une toute nouvelle ampleur. Le phénomène des enlèvements extraterrestres est venu à l'attention du public en 1966, avec l'affaire de Betty et Barney Hill. Mais j'ai des cas qui remontent aux années 20. Nous n'avons en fait aucune idée de quand ça a commencé. Nous n'avons aucune idée de la date des premiers enlèvements. En revanche, les descriptions sont rigoureusement les mêmes, à commencer par l'aspect physique qu'auraient ces êtres venus d'ailleurs. Généralement, lors d'un enlèvement, la personne est paralysée. Puis elle voit apparaître des petits corps avec des grosses têtes. C'est extrêmement terrifiant pour la majorité des gens, naturellement. Cette ou ces personnes sont ensuite emportées dans un faisceau de lumière. Nous n'avons aucune idée de la façon dont c'est possible. Ils sont emmenés à l'intérieur d'un vaisseau alors qu'ils sont toujours paralysés, incapables du moindre mouvement. Alors, une série d'examens physiques a lieu qui se concentrent sur le cerveau, l'appareil reproducteur et le système nerveux. La mémoire consciente est en grande partie effacée. Pas totalement, mais en grande partie effacée. La personne n'a ainsi que des fragments de souvenirs, mais pas la mémoire de toute la procédure. Ça la laisse très confuse. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce que je deviens fou? Pendant près de 35 ans, Bud Hopkins a collecté toutes les informations, les dessins, les témoignages décrivant ces êtres. Et regardez, ces dessins viennent de partout et ils se ressemblent tous. C'est intéressant de voir comment ils se ressemblent. Ils ont été dessinés par différentes personnes dans des endroits différents, à différentes époques. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est familier de ces visages. C'est vrai, ils nous sont familiers, c'est sûr. Mais ce n'était pas le cas à l'époque où ces dessins ont été réalisés. Mais la terreur, je pense, vient de lorsque les gens les regardent. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il se passe dans leur tête. Ils ne savent pas à quoi ces êtres pensent. Mon souhait le plus grand est qu'une personne avec une crédibilité scientifique importante et spécialement dans le domaine de la santé mentale se penche là-dessus sérieusement. Et ce scientifique de renom qui s'est penché sur la question des enlèvements extraterrestres avec sérieux, c'est John Mack. Lui aussi, je l'ai rencontré. John Edward Mack est né à New York le 4 octobre 1929.
Diplômé de médecine de l'université de Harvard, il fonde à la fin des années 60 le département psychiatrie de l'hôpital de Cambridge, qui acquiert une réputation mondiale. Il travaille sur de nombreux cas, dont certains très compliqués, ceux qui se disent enlevés par les extraterrestres. À l'époque, aucun scientifique n'y croit. Mais son diagnostic, confirmé plus tard par de nombreuses équipes médicales, va démontrer que le phénomène pourrait être réel. Pour lui, en effet, ces enlèvements ne sont pas des hallucinations, il ne s'agit pas de schizophrénie, ni de psychose, ou de n'importe quel autre désordre mental. Les enlevés sont sincères et traumatisés. Ce sont des personnes saines, me parlant de quelque chose dont ils se rendent bien compte que ça paraît fou. Ils ont conscience de ça. Ils se posent plein de questions, ils doutent d'eux-mêmes. Et ils décrivent quelque chose de réel et d'intense. Une lumière, quelque chose que l'on fait à leur corps. La façon dont ils en parlent est celle d'une personne parlant d'une expérience qui lui est réellement arrivée. John Mack a rencontré des centaines de personnes prétendant avoir été enlevées. Que ces phénomènes soient considérés sérieusement par l'un des plus grands psychiatres américains donne une dimension particulièrement crédible à l'affaire. Je rencontre deux de ces enlevés, Will et Karine. Ils expliquent ce fameux temps manquant, ce moment où l'on ne maîtrise plus rien avant de reprendre ses esprits. Je déteste parler de mémoire, parce que quand tu as une expérience, ce n'est pas comme si tu avais perdu une partie de ta mémoire. C'est plus comme si le temps avait été déformé. Tu marches dans un endroit, quelque chose se passe et subitement, il est 5 heures plus tard. Ce n'est pas comme si tu avais perdu une partie de ta mémoire. Tu es conscient la totalité du temps, mais c'est comme si une section de ta vie avait été enlevée. Oui, comme coupé au montage. C'est comme si les deux moments du film étaient collés l'un après l'autre. Tu es complètement conscient là et complètement conscient ici. Mais l'enchaînement des deux séquences n'a aucun sens, parce qu'il y a toute cette partie entre les deux qui manque. Pour te donner une idée de ce que c'est, là maintenant on prend un thé tous ensemble, tu sens bien ce que cela veut dire. Alors imagine la seconde qui suit, juste après que j'ai arrêté de parler, soudain, tu te retrouves dehors à côté de ta voiture. Tu ne te rappellerais pas d'être sorti, d'avoir passé la porte, d'avoir dit au revoir. Tu n'aurais aucune idée de ce qui se serait passé entre le thé et la voiture dehors, mais tu étais conscient aux deux endroits. Tous les enlevés décrivent la même chose. C'est déjà stupéfiant lorsqu'il s'agit de cas isolés, mais lorsque le phénomène touche plusieurs dizaines d'individus en même temps, c'est encore plus incroyable. C'est ce qui est arrivé à l'autre bout du monde, au Zimbabwe. John Mack a tenu à se rendre lui-même sur place pour interroger tous les témoins. Il s'agit de 60 enfants, âgés de 6 à 12 ans. Les deux couraient. Un était dans les arbres et l'autre courait autour du vaisseau. Parce qu'il y avait des arbres aussi là. Les yeux étaient plus pointus vers l'intérieur du visage. Oui. Non, plus arrondis ici et plus noirs. Et tu fais des pupilles. Est-ce qu'ils avaient des pupilles ou c'était tout noir? Oui, les pupilles étaient blanches comme ça. Tu as vu du blanc au centre? Oui, comme ça. Est-ce qu'il était près de l'objet argenté ou plus loin? Non, il était au-dessus. Sur le dessus de l'objet argenté, ok. Oui. Et est-ce que tu l'as regardé? Oui. Il t'a regardé? Oui, il m'a foutu les jetons et j'ai arrêté de le regarder. Il t'a foutu les jetons. Là, sur ton dessin, on le voit debout. Oui, je l'ai dessiné debout parce que je sais pas le dessiner assis. C'est la première fois que tous les enfants de l'école se précipitent ainsi dans les classes, terrorisés. Les professeurs, qui n'ont rien vu, sont stupéfaits de ce comportement inhabituel. Ils sont arrivés ici en courant et tellement paniqués, même si on l'avait voulu, jamais on n'aurait réussi à les faire courir tous ensemble comme ça. On a essayé je ne sais combien de fois. Ils ont bondi ici comme s'ils avaient vu un serpent. On était en réunion de professeurs, on les a entendus hurler et ils étaient là. Des enfants ne peuvent pas inventer tout ça. J'étais également très sceptique au début. Je pensais qu'ils avaient effectivement vu quelque chose, mais je n'étais pas préparée à accepter le fait que ce soit quelque chose de surnaturel. Je pense que la cohérence de ce qu'il s'est passé indique qu'il y a eu autre chose que ce que j'étais prêt à accepter au début.
on a vu quelque chose d'argenté. Alors, on a couru vers la cabane. Et on a vu un truc argenté et un homme à côté. Ça faisait quoi quand il te regardait? J'ai eu peur. Ça faisait peur? Qu'est-ce qu'il y avait qui faisait peur? J'ai eu peur parce que je n'avais jamais vu une personne comme ça avant. Tu as vu les yeux? Il ressemblait à quoi? Ça faisait comme ça. Il m'a rien dit, c'est juste son visage, ses yeux. Ils auraient tous vu un vaisseau et leurs occupants se poser dans la cour de l'école, mais ce n'est pas tout. Que ressentais-tu quand tu regardais ses yeux? Ça faisait peur. Peur. Qu'est-ce qui te faisait peur? Les yeux semblaient malfaisants. Malfaisants. Qu'est-ce qui faisait malfaisant en eux? Dis ce que tu entends par malfaisant. Ils semblaient malfaisants parce qu'ils n'arrêtaient pas de me fixer. Ils te fixaient. Comme pour faire quoi? Comme s'ils voulaient venir nous prendre. Les enfants ont-ils eu l'impression d'avoir été enlevés, même durant un court laps de temps? Ces témoignages ont été recueillis il y a plus de 18 ans. À l'époque, ils étaient trop jeunes pour exprimer plus précisément ce qu'ils ont ressenti. Voilà ce qu'il se passe en général. Des ovnis ont des occupants, des êtres qui semblent particulièrement intéressés par les humains en tant qu'objet d'étude. Mais l'une des choses les plus importantes à réaliser est que la personne est enlevée encore et encore à travers toute sa vie. Ça n'arrive pas qu'une seule fois. C'est comme si la personne était devenue un objet d'étude systématique de la part des occupants des ovnis. C'est une hypothèse invraisemblable. Les ovnis et leurs occupants viendraient régulièrement sur Terre pour observer l'être humain et l'étudier tel un cobaye. Certaines personnes seraient même enlevées et étudiées tout au long de leur vie. Et le plus incroyable, c'est que leurs enfants feraient aussi partie de l'expérience. Invraisemblable, oui. Et pourtant, c'est ce que raconte la famille de Sonia. Retour en France, dans la région Picarde. Voici Sonia, 41 ans. Depuis qu'elle est toute petite, Sonia, qui est aujourd'hui mère de 4 enfants, vit la même expérience sans arrêt. Elle se souvient parfaitement de tout et a même dessiné chacun de ses visiteurs. Comment est-ce que toute cette histoire a commencé? Quel est le plus ancien souvenir que vous ayez de ces expériences? J'avais 8 ans. Et donc j'habitais encore avec mes parents qui ont divorcé plus tard. Et je me trouvais dans la chambre et une lumière bleue diffuse s'est emparée de toute la chambre. Et une petite silhouette est apparue au pied de ce lit. Et toute cette lumière bleue. Donc cette lumière bleue qui envahit cette pièce et ce personnage qui se penche au-dessus de ce lit. Et paf, plus rien. La première fois, l'expérience semble inoffensive, mais la deuxième va être plus difficile. C'était en 1997, donc j'avais, je sais pas, 25 ans par là. Et là, c'était la première visite consciente et traumatisante. Donc c'est la nuit, je suis au lit avec mon époux du moment. Donc on est au lit, l'enfant est au lit, la pièce à côté. Et donc je ne sais pas au moment de la nuit, quand ça s'est passé vraiment. Mais là, ça y est, je me réveille. Et cette lumière bleue. Une grande lumière bleue dans la chambre. Et puis très vite, le sentiment de ne pas pouvoir bouger. Donc, il y a les yeux qui bougent, alors on cherche avec le regard. Et on voit au pied du lit 3 silhouettes. Pareil, petites,
Et là, alors là, on a peur, là, tout de suite, on réagit, hein, on s'inquiète un peu, et puis au moment où, eh ben, là, on se rend vraiment compte qu'on ne peut plus bouger. Donc, on a tout le corps en crise, hein, on s'angoisse, on ne sait pas quoi faire, on se demande ce qui nous arrive, hein, on est là, je ne suis pas bien du tout. Et puis tout à coup, au moment où je monte comme ça, on a l'impression que le cœur, il s'accélère, et puis ça va craquer, quoi. Jusqu'où ça va aller. J'ai senti comme quelque chose à côté de moi. Et là, j'ai senti cette main dans ma main. Et c'est un peu comme si elle me disait, ça va bien se passer. T'inquiète pas, tout va bien se passer, ça va aller. C'est un peu comme on rassure quelqu'un quand il est malade ou quand on est à son chevet. Donc tout s'est arrêté. Je n'ai plus eu peur, mais toujours avec cette inquiétude quand même de ne pas pouvoir bouger. Et là, vous dites pas que vous faites un rêve, c'est le matin quand vous vous réveillez, vous vous dites j'ai fait un cauchemar. On sent matériellement quelque chose dans sa main. Alors on peut dire, il y a des rêves qui sont très forts, on sent des choses, etc. Et je le conçois tout à fait. Mais là, au moment physique, au moment de ce contact, et au moment de ces regards qui se croisent, là, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de fort. C'est un regard qui presque vous analyse. C'est comme si quelque chose qui connaît tout de vous, qui sait tout de vous. Et pour la première fois de mon enquête, je vais entendre un témoin me raconter ce qu'on lui fait lors de ces enlèvements. J'ai aperçu comme une longue tige, quelque chose d'assez très long, et une pression sur mon épaule, derrière moi. Donc l'autre épaule, hein, parce que l'entité me tenait la main gauche, et j'ai senti sur l'épaule droite une forte pression. Et là, la douleur vous emporte, hein, on est là, on est envahi par la douleur, par l'angoisse, par la peur, et rideau. Sonia perd conscience. Lorsqu'elle se réveille, les êtres ont disparu. À côté d'elle, son mari dort profondément. Et mon mari à côté, quoi. Mon mari, alors, je le secoue, je crie, je pleure, je veux comprendre, réveille-toi, mais rien à faire, il se réveille pas. Il n'y a pas moyen de le réveiller. Donc on se reblottit sous les couvertures, en chien de fusil, et on attend que ça se passe. Alors, on se rendort, forcément, et au réveil, les pleurs, et je dirais presque la soumission, le vide, le néant, je dirais même. L'autre qui sait encore moins et qui culpabilise. Non, je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas réveillée, je ne comprends pas. Alors il voit, hein, il constate l'état, mon état. Et je suis restée comme ça à lui raconter ce qui s'était passé. Et plusieurs semaines, j'ai eu cette douleur dans l'épaule. J'ai eu ces regards, ces yeux sombres. C'est un regard qui vous prend tout. On leur appartient dans ces moments-là. Pour Gilles, son ex-mari, aucun doute. Sonia n'a pas eu d'hallucination. Elle ne peut pas avoir inventé ce qu'elle raconte. La façon dont elle en parlait, ça me semblait plus qu'un cauchemar, quoi. Je veux dire, bon, je suis un infirmier en psychiatrie, hein, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, donc je veux dire, la différence entre quelqu'un qui fabule, quelqu'un qui délire, quelqu'un qui vraiment qu'elle était angoissée. Mais je veux dire, elle avait vraiment les sensations de douleur, d'avoir été tenue, d'avoir été qu'on lui enfonçait quelque chose dans l'épaule. Son ex-mari va jusqu'à penser qu'il pourrait s'agir d'un phénomène extraterrestre. Mais là, surprise, Sonia ne veut pas y croire. Le jour où je verrai un ovni, je te suivrai, d'accord. Là, je commencerai à m'intéresser à ce que tu me dis. Mais là, pour l'instant, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas capable d'accepter cette version-là. Qu'est-ce qui s'est passé 3 jours après? J'ai vu un ovni. Et elle n'est pas la seule, toute sa famille va le voir. À commencer par Adrien, son fils aîné. Ma mère revenait de chez mon oncle, donc elle est revenue en courant, tout ça.
Et elle a dit regardez derrière. Elle a ouvert la fenêtre qui donnait sur derrière, sur notre jardin. Donc un objet lumineux. Enfin, je me souviens l'avoir vu s'éloigner surtout, mais je me souviens pas vraiment. Je me souviens, il avançait à vitesse constante, relativement lentement, je trouve. Et puis on a quand même pu le voir pendant un bon petit moment. Je ne sais pas ce que c'était. La vie reprend son cours, tout va bien. Mais un nouveau drame va s'abattre sur la famille. Et puis voilà, le drame. Cette nuit-là, on a tous été visités. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après cette rencontre, des phénomènes sont arrivés à la maison. Là, on referme les portes, on n'est pas prêt. Parce que soit, d'accord, on est adulte, on essaye de prendre sur soi, mais mes enfants, non. Ce soir-là, il y avait Adrien, mais aussi Romane et Tristan. Fred, le nouveau mari de Sonia, rentrera tard dans la nuit. Ce qui va leur arriver ne s'explique pas. Les parents sont loin de se douter de ce qui va se passer. Frédéric était au travail, il rentrait vers 1h, 1h30 du matin. Et puis à un moment, donc, je bouquinais et j'entends des petits pas dans la chambre de Romane. Alors des petits pas un peu comme un chien, comme ça. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? En même temps, j'étais pas rassurée. En même temps, je dis, mince, c'est dans la chambre de ma fille. Et j'y arrive pas à y aller. Et à ce moment-là, Fred rentre. Bon, je dis, c'est bon, Fred est là, il voit ce qui se passe, tout. Il rentre dans la chambre, il dit, t'as entendu? T'as entendu ce qui se passe? Il dit, je suis allée dans la chambre, j'ai rien vu. Je dis, oui, t'as entendu aussi? Il dit, oui, en bas, je suis rentrée, c'est la première chose que j'ai entendue. Qu'est-ce qu'elle fait? Je dis rien, je pense pas que c'est elle. Elle dit, non, moi j'ai ouvert la porte, elle est sous la couette, tout, elle bouge pas. On commence à discuter, on se dit, voilà, il se passe quelque chose, ça se trouve, on va pas dormir maintenant, on va attendre, il va peut-être se produire quelque chose. Et là, on entend dehors, d'un seul coup, on entend de la chambre à Romane, et d'un seul coup, plus fort, comme si ça courait là. Et au moment où on arrive, en plus c'est un Velux, alors il faut monter, il faudrait presque passer la moitié du corps pour voir ce qui se passe, on n'a rien vu. Les 3 enfants ont été visités ce soir-là. Romane est la seule à accepter de s'exprimer. Elle avait 4 ans et a dessiné ce qu'elle a vu. Un dessin différent de ce qui a été décrit jusque-là. Ça, par contre, c'est la première fois que je vois un animal comme ça. Ça ressemble un peu à un chat, là. Plus grand. Plus grand qu'un chat? Mais avec une forme de chat, une forme de chien? Plus une forme de chien. Pourquoi t'as fait noir, là? Parce qu'on voit pas leur visage. Et ça t'a fait peur, toi, quand t'as vu ça? La première nuit, oui, mais après, non. Parce qu'ils sont revenus plusieurs fois? Oui. Ouais. T'ont dit des choses? Mais pas directement dans la tête. Mais je me rappelle pas de ce qu'ils m'ont dit. Mais c'est-à-dire pas directement? Un peu par télépathie, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire que t'entendais des phrases dans ta tête? Ouais. Et tes parents, ils en ont dit quoi quand tu leur en as parlé? Je me souviens plus, mais je me souviens que maman voulait que je le montre au docteur, en fait. Mais je lui ai pas montré. Ah oui, t'avais pas envie? Pourquoi t'avais pas envie? Parce que c'était un peu bizarre. Et oui, Romane, elle aussi, a conscience que ce qu'elle raconte semble impossible. Pour Fred, le beau-père, c'est une situation insupportable. Pire encore, une intrusion dans leur vie de famille. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Je suis chez moi, ça n'a pas à venir nous imposer. Quand Sonia vit ce genre de phénomène, souvent elle est très faible après, et moi je suis très en colère, elle comprend pas, elle dit, mais attends, je suis faite, alors que c'est l'amour de ma vie, je la protège, etc. Mais sur le coup, je suis en colère, je dis, qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Ça s'impose, on est là, on est tranquille, on est heureux, on est dans notre vie, c'est équilibré, on a nos enfants, et ce truc-là, il arrive, il t'embête, et il te met dans un état pas possible. Moi, il vient à moi pareil, alors que non, je suis pas d'accord. Je me sens vraiment pas violée, mais c'est... Voilà quoi, on s'invite. Difficile en effet d'accepter cette intrusion. Pourtant, avec le temps, Sonia a appris à gérer plus sereinement ces événements, en acceptant des faits sur lesquels ni elle ni son mari ne peuvent rien. Ces personnes qui vivent à répétition des temps manquants, des paralysies, des traumatismes qu'elles n'expliquent pas, finissent par admettre que cela fait partie de leur vie. En Suisse, c'est le cas de Christine. Christine a vécu exactement les mêmes choses, mais elle a su s'en libérer et elle en parle aujourd'hui avec une incroyable lucidité. Écoutez son histoire, elle va encore plus loin. C'était vers 5-6 ans.
C'était en France, la nuit. Je partageais une chambre avec ma sœur et pendant la nuit, je me suis réveillée parce qu'il faisait une température absolument extraordinaire autour de mon lit. J'ai cru que la maison était en train de brûler. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu 2 petits bonhommes gris d'environ 1 mètre peut-être, au pied de mon lit avec une tige en métal. Et j'ai essayé de crier, je n'arrivais pas à sortir un mot de ma bouche. J'étais complètement comme paralysée. Et après ça, je ne me souviens de rien. Et beaucoup plus tard, quand j'ai eu environ, je sais pas, je devais avoir 22-23 ans, c'était la nuit, je sens comme une force qui me sort de mon lit. Et vous ressentez quoi à ce moment-là? Ah, mais c'est une panique pas possible, parce qu'on a une peur épouvantable, et je me dis, mais qu'est-ce que... Pratiquement tous vos souvenirs d'enfance vous reviennent dans une seconde. Et là, j'étais complètement paniquée, mais je ne pouvais de nouveau ni parler, ni faire quoi que ce soit. Et comme une seconde plus tard, je me retrouve à bord d'une espèce de salle. Enfin, c'était comme dans une salle hyper moderne. Et je me souviens qu'il y avait une lumière, mais qu'on ne voyait pas d'où la lumière venait. Il n'y avait pas de lampe. C'était une espèce de rayonnement bleuté dans cette espèce de salle. Et là, il y avait 4 de ces petits bonhommes. Je me souviens très très bien parce qu'ils avaient des immenses yeux noirs qui me fixaient comme ça. Et que j'avais l'impression qu'ils me rentraient dans le cerveau. Et qu'ils essayaient, enfin, comme s'ils me paralysaient. Et ils s'étaient mis comme ça en demi-cercle. Et ils me regardaient vraiment intensément. Je me disais chaque fois, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Christine est toujours éveillée, contrairement aux autres témoins. Elle se souvient avec une précision clinique de tout ce qui lui est arrivé. Mieux encore, elle pense comprendre pourquoi elle a été enlevée. C'était vraiment fascinant. J'avais l'impression qu'ils arrivaient à lire mes émotions, ils arrivaient à lire mes pensées. Et ils observaient absolument tout ce que je faisais. C'était absolument incroyable, cette expérience. Comme si quelqu'un d'une race différente essayait de comprendre comment nous, êtres humains de cette planète, nous réagissons. Vous n'avez jamais pu en parler sereinement avec vos parents? Non, non, jamais. Ils m'ont toujours dit tu es une chic fille, mais tu as l'imagination fertile. Non, enfin, fiche-nous la paix avec tes trucs. Puis je veux plus que tu parles de ça. À New York, Randy est un homme comme les autres. Sportif, dynamique, il paraît bien dans sa peau. Lui aussi raconte avoir été enlevé depuis son plus jeune âge. Mais il apporte des éléments nouveaux et nous éclaire sur cette longue tige en métal qu'utiliseraient les extraterrestres sur les humains. Que s'est-il passé dans votre chambre la première fois qu'ils sont venus chez vous? J'avais entre 4 et 8 ans. Je voyais des lumières qui apparaissaient à ma fenêtre la nuit. Ça me terrifiait complètement. J'étais paralysé par la peur. De ce que j'ai ressenti physiquement, leur corps était tout petit, à l'exception de leurs grosses têtes. Et je pouvais vraiment les voir au-dessus de moi. Ils utilisaient une sorte de tige argentée. Je ne sais pas comment appeler ça autrement. C'est un outil. Ils vous touchent avec, comme ça, et vous perdez connaissance. Et cette tige en métal, elle est décrite aussi par d'autres témoins. J'ai aperçu comme une longue tige, quelque chose d'assez très long. J'ai vu 2 petits bonhommes au pied de mon lit avec une tige en métal. Ils utilisaient une sorte de tige argentée. Est-ce un instrument? Quelle est sa fonction? Nous l'ignorons, mais je constate qu'en Suisse, aux États-Unis comme en France, 3 personnes qui ne se connaissent pas décrivent le même outil. Je n'étais pas intéressé par les ovnis. Je ne voulais pas y croire. Mais quand je me pose vraiment la question de ce dont je me souviens, de ce que j'ai senti dans mes tripes, dans mon cœur, de ce que j'ai ressenti physiquement, si on demande si ce que j'ai vécu était réel, la réponse est oui à 100%. Si ce que disent ces enlevés est vrai, s'ils ont bien vécu ces incroyables expériences, si on les a paralysés, enlevés, testés comme des cobayes, alors dans quel but? Randy aurait une explication toute simple et plutôt troublante.
Même si aujourd'hui on s'accorde sur le fait que la vie existe peut-être ailleurs dans l'univers, ça reste quand même difficile pour beaucoup d'entre nous de croire qu'une intelligence extraterrestre soit en train de faire ce que vous dites. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font, vous? Ils font exactement ce que nous faisons à certains animaux. On les capture, on les marque, on les relâche, on les recapture. Ces animaux ne nous voient d'ailleurs sans doute même pas. Ils nous aperçoivent à distance et puis d'un coup ils sont KO. Et puis on revient et on recommence. Des êtres venus d'ailleurs étudieraient les humains comme nous étudions les espèces animales. Étonnante hypothèse et pourtant, elle est assez cohérente avec les témoignages recueillis. Notre Terre serait-elle observée par d'autres civilisations plus avancées? Évidemment, il est impossible de répondre, mais une chose est certaine, pour John Mack, le scientifique, le processus est toujours le même, et sur ce point, aucun doute possible. La personne est en voiture, ou au lit, et puis il y a une lumière, des entités qui entrent dans la chambre. Ils se sentent paralysés, on les prend, on les emmène dans un vaisseau, des choses se passent. Il peut y avoir d'autres personnes. Ils parlent de communication télépathique avec les extraterrestres. Il y a tout un ensemble complexe d'événements qui se produisent et qui sont cohérents d'une personne à une autre. Ici, il y a la base d'une histoire commune. Après des centaines de cas étudiés dans ce pays, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, tout finit par se tenir ensemble comme quelque chose de vrai. Et si c'est réel, qu'est-ce que ça signifie? Je suis troublé par la sincérité de ces témoins, comme le sont tous ceux qui les ont rencontrés. Pourtant, nous refusons d'entendre ces récits, certains même s'en moquent. Devant la multitude des témoignages, ce rejet n'est pas très rationnel. Pourquoi remettons-nous toujours en question ce que disent ces gens, manifestement sains d'esprit? Ils racontent pourtant tous la même chose, de la même façon. Ces expériences ont bouleversé leur vie, ils ne sont plus les mêmes, et quelle que soit la période où cela s'est produit, ils ne l'oublieront jamais. Grâce au travail du psychiatre de Harvard, John Mack, l'authenticité de ces expériences a été validée. Mais de quoi s'agit-il? Qu'y a-t-il derrière tout cela? Pour ces hommes, ces femmes et ces enfants, il semblerait qu'une intelligence soit en train d'essayer d'établir une connexion. J'ai l'intuition que nous sommes témoins de quelque chose d'important. Il est peut-être temps d'y réfléchir. Des choses qui sont très surprenantes. Mais je suis allé aux frontières de la mort. Ne me demandez pas d'expliquer, parce que je n'explique pas. J'émets une énergie particulière. Je me sentais pas bien, comme si c'était réel. Plus on en connaît, moins on en connaît. Je peux pas l'expliquer. C'est assez étrange. Et si c'était vrai? Je m'appelle Stéphane Alix, je suis journaliste d'investigation depuis plus de 20 ans. Au cours de mes différents voyages, je me suis rendu compte que de nombreuses personnes vivent des expériences extraordinaires, qualifiées le plus souvent de phénomènes surnaturels. Ces sujets méritent d'être traités avec sérieux. C'est pourquoi j'ai décidé de mener l'enquête, une enquête consacrée aux ovnis. OVNI, objets volants non identifiés. Beaucoup d'entre nous les auraient aperçus et même filmés ou photographiés. Mais peut-on vraiment prendre le phénomène au sérieux, surtout quand on voit ces trucages sur Internet? Amusant peut-être, fascinant sûrement, mais pour l'instant toujours aucune preuve de leur existence. Alors les ovnis ne seraient-ils qu'un fantasme, une illusion? Certains témoignages pourtant sont troublants. Là, à 30 mètres de moi, à peu près,
à 25 mètres de haut. Ici, il y avait un objet. Juste là? Juste là. Alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cet engin? On n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses, et surtout en région parisienne, quelque chose d'aussi clair. Et des témoignages comme cela, il y en a de plus en plus, partout dans le monde. Et il venait droit sur moi. Ce qu'ils ont vu semble extraordinaire. Non mais pendant un instant, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'était énorme. On ne pouvait pas le voir en entier, ça recouvrait tout le quartier. On aurait dit une ville qui flottait. C'était vraiment étrange. J'étais un peu choqué en fait. C'est vraiment la chose la plus incroyable que j'ai vue de ma vie. Des pilotes d'avions civils et même militaires auraient volé tout à côté d'eux. Ils racontent. Il y avait la grosse question, mais qu'est-ce que c'est qui nous arrive sur la gueule, quoi? Devant quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, que le radar ne voit pas, qui a des capacités techniques extraordinaires, on est désarmé totalement devant quelque chose comme ça. Il y a entre 1000 et 2000 ou peut-être un peu plus de personnes qui ont observé cet objet en fait de forme triangulaire. Il y avait tellement de témoignages à un moment donné que la force aérienne avait décidé d'envoyer des avions de combat pour éventuellement intercepter ou essayer d'identifier. On peut ne pas croire aux ovnis. Pourtant, tous ces gens ont bien vu quelque chose. Et difficile de remettre en question leurs témoignages. Nous allons mener une enquête très sérieuse et je peux déjà vous dire que nous ne serons pas au bout de nos surprises. Je commence par me rendre près de Poitiers pour écouter Hubert, un agriculteur. L'été 2009, alors qu'il rentre de ses champs, Hubert a la peur de sa vie. Moi, j'arrive par ici en tracteur, dont là, à 30 mètres de moi, à peu près, à 25 mètres de haut, ici, il y avait un objet. Sur la base de ce que nous a décrit Hubert, il s'agirait d'un objet en forme d'œuf, brillant, à 25 mètres du sol. Voici ce qu'il aurait vu. J'en étais tout près. C'est pour ça que j'ai eu quand même peur, parce que c'était tout près quand même de moi. Ça aurait été beaucoup plus loin, mais bon, là c'était là tout au près. Je veux pour descendre de mon tracteur. Je marche là, je descends sur la première marche, deuxième marche, et puis la peur me prend. Donc je remonte sur le tracteur, dont je klaxonne, dont il n'y avait aucune réaction. J'ai allumé le gyrophare. J'ai voulu redescendre une deuxième fois, mais la peur est encore là, donc j'ai pas osé aller dessous. Et puis après c'est parti à une vitesse. La mère d'Hubert habite juste à côté. Il l'appelle alors en catastrophe. Elle aussi est sous le choc. Il m'a dit sors vite, puisqu'il y a une boule de feu qui était posée chez Rémi, sors vite, allez dans le ciel. Alors elle est assez grosse, on l'a vu partir, mais ça va quand même assez vite. Et puis bon, les nuages l'ont emporté et puis c'était fini. Et ça reste un mystère. Ce mystère, Hubert et sa mère ne l'élucideront jamais. Pourtant, tous les deux disent avoir observé exactement la même chose, et ils ne sont pas les seuls. Entre Cannes et Aix, c'est toute une famille qui a été témoin d'un même phénomène. Tu veux t'asseoir là? C'était lors d'un pique-nique, en août 1994. Je décide de les interviewer séparément, et le plus troublant, c'est que leur description de la scène est en tout point similaire. Alors, vous pouvez me raconter ce que vous avez observé? En fait, on pique-niquait. Il se coupe très loin, un petit point là-bas qui questionne un point. On commence à observer, à se poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Le point avance petit à petit. L'objet en question se rapprochait de plus en plus, mais sans aucun bruit, sans aucun moteur. Cet objet venait sur nous. Alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cet engin? Et en regardant, je le vois qui s'approche de plus en plus. Et là, je dis, mais en fait, c'est pas un ULM, c'est un ovni ou une soucoupe, je sais pas ce que j'ai dit. Là encore, j'ai demandé aux 4 témoins de me décrire l'objet. Il va s'approcher tellement près d'eux qu'ils vont pouvoir en donner les moindres détails. Je me suis dit, il faut que tu le regardes, parce que ça ne se reproduira pas. Il faut vraiment le regarder dans le détail pour voir comment il est. Une longueur extraordinaire. En longueur, je pense comme 3 camions, à peu près. Ouais, 2-3 bus. Un énorme engin couleur cuivre. Des couleurs incroyables dans les cuivres marrons, avec 2 hublots très importants. Et ce qui m'a frappé, ça a été qu'il y avait comme 2 énormes hublots aux extrémités, mais des machins colossaux, très importants. Voici ce que ces 4 personnes auraient vu en pleine journée.
Et d'un seul coup, il a accéléré, mais il y a un 10 millième de seconde, il a disparu. Une vitesse extraordinaire, ça faisait comme une éclair. Il est parti, ça n'a pas fait un bruit. Sans bruit, sans bruit. C'est-à-dire qu'on est passé d'une taille colossale à rien. Alors évidemment, ça vous surprend, quoi. Et ce qui va surprendre la famille, c'est le basculement très étrange de l'engin avant qu'il ne disparaisse. On se dit, ça peut pas être un avion, quoi. C'est un objet dans le ciel, comme ça. Et c'est quoi la chose qui vous est le plus marquée de cette expérience? Ouais, c'est la vitesse qui passe de 0 à je sais pas combien. Bah, surtout la vitesse après qui m'a très étonnée. À ce jour, j'ai jamais vu ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous auriez pu confondre avec un avion, un dirigeable, quelque chose? Non, c'est impossible. On ne peut pas, parce que bon, il va très doucement, il a un volume considérable, une accélération d'un dixième de seconde et il disparaît, quoi. Alors qu'il est colossal. Donc je pense que c'est absolument impossible de confondre avec autre chose. Parce que bon, tous les engins actuellement font au moins du bruit. D'ailleurs, d'en parler, j'en suis encore assez ému. Ah bon? Au niveau physique, oui, ça secoue, puisque c'est face à ces choses qu'on ne maîtrise pas, en fait, qu'on n'arrive pas à conceptualiser. C'est ça le problème. On se dit qu'on n'est pas tout seul, quoi. Ah bon? Ouais. On a vu, on a ressenti, on a été visuel, et le corps est chargé, quoi, est chargé de cette observation. Déjà 2 rencontres et d'incroyables similitudes. Tous parlent de la vitesse phénoménale de ces engins, de leur masse imposante et de leur silence quand ils se déplacent. Je décide alors d'aller à la rencontre de pilotes d'avion qui auraient eux aussi vu un ovni. À 30 km de Paris, je rencontre Pierre. Il est pilote amateur et suit une formation pour devenir commandant de bord. Hélicoptère ou avion de chasse, il connaît. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'il a observé en septembre 2008 avec son père Jean-Charles, lui aussi pilote. Ce soir-là, j'étais rentré relativement tard, il était à peu près 1h, 2h du matin. Et donc je vais pour fermer mes volets. Et là, en face, je vois donc trois boules lumineuses, orange, rouge, et ça variait comme ça dans les teintes de couleurs. Ça faisait vraiment aucun bruit, rien. Donc j'ai appelé mon père pour qu'il vienne voir ça. Donc c'était des lumières, mais qui évoluaient de façon tout à fait silencieuse et bizarre. Oui. Après 2 minutes, il y en a 2 qui se sont séparés, qui ont pris l'altitude, dont une qui est restée sur place, encore 10-15 secondes après que les 2 autres soient partis, et après une direction différente. C'était assez curieux parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses, et surtout en région parisienne, quelque chose d'aussi clair et qui semblait assez bizarre. Impossible d'avoir une telle accélération, en tout cas avec les objets volants qu'on puisse faire aujourd'hui, quoi. J'ai été pilote dans le cadre de l'armée de l'air. Je sais reconnaître effectivement un avion plutôt qu'un hélicoptère ou un autre objet volant. Bon, en l'occurrence, là, je n'ai pas eu d'explication à donner par rapport à cette observation. Le sourire un peu gêné de Jean-Charles est compréhensible. Pas facile de raconter ce genre d'histoire quand on est un professionnel de l'aviation. Avoir vu un ovni, est-ce bien crédible ? Crédible ou pas, il y a suffisamment d'éléments troublants dans ces témoignages pour que je poursuive mon enquête auprès des plus grands spécialistes, les pilotes de chasse de l'armée française. La police du ciel. Eux savent identifier avec précision tout ce qu'ils voient. La sécurité de leur mission en dépend. Jack Green est l'un d'eux, un chasseur aux commandes d'un Mirage 3. Lors d'une mission d'entraînement, le 23 septembre 1975, lui et son coéquipier prennent carrément en chasse un ovni. Il me propose de revivre ce qu'il a vécu. J'embarque avec confiance dans son Fuga Magister, l'avion de la patrouille de France. Ce soir-là, Jack et son coéquipier s'entraînent à des interceptions en plein vol.
Alors que les deux Mirage 3 survolent le nord de la France, soudain, un troisième appareil apparaît. Quelque chose de très différent. Là où j'étais, je vois de la gauche vers la droite qui ressemblait d'abord à un avion de ligne. Et j'appelle le contrôle au sol et je lui dis attendez, là, on est en train de terminer l'exercice, il y a un avion de ligne qui est devant nous. Et le contrôleur me dit mais non, moi j'ai rien sur le scope. Alors j'assiste, j'ai mon collègue qui arrive en rassemblement là. Et à la radio, je lui demande est-ce que tu vois ce que je vois? J'ai l'impression qu'il y a un avion de ligne qui trace le route. Et je vois, là si tu veux, on revient dans une mission police du ciel, mon équipier était rassemblé. On met la vitesse, on met les choses, on regarde et là on fonce dessus. J'avais une forme un peu ronde et avec le bout pointu comme un ballon de rugby. J'essaie de faire un virage automatique, dessus. Voilà, la vitesse augmente, la puissance. Et là, il y a un moment, il disparaît comme une flèche. Jack pense que l'intrus est parti et qu'il ne reviendra plus. Il se trompe. On me remet en position soin de chasseur. Et là apparaît nulle part. Ça surgit nulle part. Donc cette espèce d'objet volant de l'identité, puisque c'était pas un avion, on va dessus. Et là c'est comme si... Il a disparu sur une accélération qui nous a laissé sur place. Toi, tu es en train de tout faire relatif sur lui, tu l'as en visuel, et là c'est tout. C'est comme toi, t'es piéton, il y a une Formule 1 qui démarre devant toi. L'avion de Jack est incapable de réaliser de telles accélérations. Et pour cause, notre corps humain ne pourrait pas supporter la vitesse à bord de cet objet. Et je m'en rends compte très vite car Jack me fait une démonstration de la pression subie à bord d'un avion normal. Déjà, là, avec les petites manœuvres, ça se fout un peu. Alors lui, ça n'avait pas été imaginable. Ah bah oui, justement, c'est qu'il prend des accélérations qui sont quasiment incompatibles avec la nature humaine, quoi. En étant dans ces manœuvres, on s'imagine mal comment on peut faire plus. Ah, tu vas voir. Non, mais fais pas plus. Voilà, ça c'est ce que tient le corps humain. Attends 2 secondes. Donc je reprenne mes esprits 2 secondes. Alors respire bien à fond, sans forcer, tu prends une grande inspiration et tu baisses, souffle, et là tu dis. Ce soir de septembre 75, Jack et son coéquipier poursuivent l'objet en vain. Et cette accélération, le corps humain serait incapable de la supporter. Mais alors, de quoi s'agit-il ? Et qu'est-ce qui te fait dire que c'était pas un phénomène naturel, qui n'a pas été interprété correctement? On a quand même une culture qui fait que on a des références. Bon, moi, j'ai jamais vu un objet se balader comme ça. Même aujourd'hui, il n'y a pas d'objet volant fabriqué par la main. Mais ça, c'est 1000 fois supérieur. On n'a pas encore inventé un bolide qui est capable d'accélération aussi soudaine et de performance aussi extraordinaire. C'est comme si, en fait, c'était j'aurais pu dire, un troisième avion, un troisième chasseur, il faut que ça évolue, qui venait voir ce qu'on faisait. Tu avais l'impression d'être surveillé? Oui. Bon, on n'a pas eu peur. Enfin, moi, j'ai jamais senti cet objet-là menaçant. Donc, c'est vrai que l'observation, c'était un bazar qui se trimballait en l'air, qui avait des performances que je ne connais pas vraiment dans notre monde à nous. Alors, c'est vrai que ça pose une question, c'est que si c'est pas terrestre, ça devient extraterrestre. Alors là, il n'y a pas de limite à l'imagination humaine. À ce stade de l'enquête, un fait majeur ressort de l'ensemble des témoignages. Les objets observés sont capables d'accélérations inexplicables. Plus troublant encore, l'absence totale de bruit. Comment est-ce possible, vu les performances de vol décrites? Pourtant, ces phénomènes sont observés par des milliers de personnes à travers le monde. En faisant des recherches sur Internet, je m'aperçois que certaines vidéos présentées comme non truquées se mélangent à des reconstitutions. Difficile de faire le tri entre le faux et le soi-disant vrai. Mais pourquoi n'existe-t-il pas plus de photos, de films? Il semble que face à un tel phénomène, la stupeur modifie nos réflexes. Le phénomène est si furtif et inattendu
que les témoins sont littéralement figés par la surprise. J'ai eu envie d'aller chercher un appareil photo. Le temps que j'aille le chercher, j'ai eu peur que l'observation disparaisse. Donc, je me suis abstenu. À un moment, j'ai voulu aller chercher mon appareil photo dans la maison. Mais j'ai réalisé que je n'arriverais pas à prendre de bonnes photos. Donc j'avais du matériel photo. Je me suis dit, vu la vitesse à laquelle il est arrivé, on va faire une photo extraordinaire, quoi. Moi, je lui disais dépêche-toi, dépêche-toi, donc je jetais les yeux au ciel. J'avais mis mes appareils dans 2 ou 3 sacs, en fait. Il y avait le téléobjectif d'un côté, le boîtier. Et donc, au moment, il a voulu changer l'objectif, tout ça. Et au moment où il allait prendre la photo, le truc, il est parti à fond, quoi. On ne voulait pas partir, c'était tellement beau, on ne pouvait pas le quitter des yeux. Je suis même pas allée chercher mon appareil photo. Et à cette époque, on n'avait pas de téléphone portable. Aujourd'hui, avec le matériel à notre disposition, on espère que les images seront plus nombreuses. Je décide de rencontrer la spécialiste mondiale des ovnis. Elle est journaliste et habite New York. Il s'agit de Leslie Kean. En 10 ans, elle a accumulé un nombre d'informations inégalées. Sa rigueur d'enquête fait d'elle la spécialiste la plus reconnue sur ce sujet. Elle a rencontré des militaires de haut rang, elle a analysé des centaines de documents déclassifiés et interviewé les témoins des observations d'ovnis les plus importantes de ces 50 dernières années. Son livre représente l'étude la plus complète à ce jour sur le sujet. Leslie n'a recensé que quelques photos d'ovnis apparemment bien réelles. Les documents authentifiés sont rares. Cela confirme à nouveau cet état psychologique évident. Les témoins sont trop impressionnés et tétanisés par le spectacle pour penser à les photographier. Est-ce pour cela qu'il existe si peu de documents? Pour Leslie Kean, la question des ovnis ne se tranche pas sur des photos, mais sur la qualité des témoignages. Même si ça reste mystérieux, vous avez des hypothèses sur ce que pourrait être le phénomène ovni? J'arrive à la conclusion que ce sont des choses bien solides, physiques, qui sont bien là, parce qu'elles sont visibles sur le radar. Elles laissent des traces au sol, elles apparaissent sur des photos. Il y a tant de personnes crédibles qui les ont vues. Et ce sont des objets matériels. Mais le problème est que l'on ne sait pas ce qu'ils sont. Donc c'est un mystère. Ça existe vraiment, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Voilà comment je vois les choses. Souvent, on associe le sujet des ovnis à un mythe américain, en quelque sorte, alors que vous avez montré que le phénomène est mondial. Le phénomène est définitivement mondial. Je suis en contact avec des agences officielles dans le monde entier. C'est probablement parce que ce n'est pas résolu que c'est fascinant. Un des cas qui l'a marqué est celui du commandant de bord Ray Boyer. Dans le témoignage de ce pilote, pas de photo, mais une trace bien visible. Ce cas s'est produit le 23 avril 2007. Le capitaine Ray Boyer pilotait un petit avion de transport au-dessus des îles de la Manche, quand il a aperçu 2 immenses objets qui flottaient dans l'air. Avec ce témoignage, une nouvelle information capitale va faire progresser mon enquête. La taille des objets observés est parfois colossale. L'objet dont j'ai estimé la position après coup se trouvait à environ 16 km de moi. Le fuselage était d'un jaune très brillant. Il émettait de la lumière. C'était pas dur à regarder. Ça faisait pas mal aux yeux. C'était pas éblouissant. C'était juste incroyablement brillant. On pouvait pas le rater. C'est comme ceci. Un objet jaune, brillant très fin. Avec 2 bandes noires aux 2 tiers de l'appareil. Alors que je m'approchais de lui, il grossissait de plus en plus. Et mon dernier visuel de l'objet s'est fait à environ 16 km de lui. Il ressemblerait à quelque chose comme ça, vu de l'avion. À la même distance, un Boeing 747 ferait cette taille-là. C'était donc bien plus grand qu'un 747. Est-ce possible? Cet objet que dessine Ray Boyer représente 10 Boeing 747. Cela voudrait dire que l'OVNI mesure plus de 600 mètres de long. Un autre avion croise la route de Ray Boyer, et lui aussi va voir l'OVNI. Alors que j'étais moi-même en vol, il y avait un autre avion piloté par Patrick Pattison. Il a pu voir brièvement derrière lui le même objet que moi pendant qu'il s'en éloignait.
C'était un vrai soulagement de savoir que je n'étais pas le seul en vol à avoir remarqué cet objet, même si mes passagers pouvaient me soutenir à ce sujet-là. Le point déterminant de cette observation est qu'un radar au sol confirme la présence de cet objet inconnu et précise même qu'ils sont deux, l'un caché derrière l'autre. Une information que le pilote découvrira plus tard. Ici, c'est son avion. Et voilà le second appareil. C'est le pilote qui a vu l'objet depuis un autre endroit. Les deux objets sont ici au milieu, représentés par les colonnes de données qui descendent. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux objets sont apparus et ont disparu du radar exactement au même moment. Donc ils étaient forcément connectés. On a souvent comme ça des traces radar utilisables sur des observations d'OVNI? Cela dépend, parfois oui, mais souvent il n'y a rien. On ne sait pas pourquoi parfois ils apparaissent dessus et parfois non. Ça reste un mystère. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'un radar a détecté 4 engins. Les 2 avions, ce qui est parfaitement normal, et 2 objets encore non identifiés à ce jour. Les gens m'ont demandé ce que cet objet pouvait être. Je sais vraiment pas. Pas plus aujourd'hui qu'avant. C'est très improbable qu'une telle machine ait pu être construite sur Terre sans que personne n'en ait jamais rien su. C'est assez peu probable que ce soit venu de la Terre. Je pense que c'est venu d'autre part. Ce que nous dit Ray Boyer est à peine concevable. Pourtant, les faits sont là. Il a bien observé quelque chose et le radar l'a capté. Ce cas est très solide. Parce qu'il y a des preuves du radar, il y a ce témoin d'un autre avion, le second pilote, il y a le capitaine Ray Boyer, et les passagers à bord ont aussi vu ces choses. Il est donc impossible de le confondre avec un avion. C'est un authentique cas d'OVNI. C'est très bien documenté. Des cas aussi indiscutables vont être collectés dans tous les pays. Et je découvre, stupéfait, que la France s'est très tôt intéressée au phénomène OVNI. 2 étapes majeures vont marquer l'histoire. La première commence dans les années 50. À cette époque, nos régions sont survolées par de mystérieux objets célestes. Des centaines de personnes en sont témoins, la presse s'interroge. Alors, le général de Gaulle commande discrètement une étude, une première dans l'histoire des OVNI. Pour Jean-Luc Bruneau, conseiller scientifique de l'Élysée qui se voit chargé de l'enquête, le problème doit être pris très au sérieux. En tant que responsable scientifique auprès du ministre, je me disais qu'est-ce que ça peut bien être. Si bien que quand j'ai reçu ce coup de fil de l'Élysée qui me demandait cette synthèse, je n'étais pas interloqué. Je dis ah bon, effectivement, bon, c'est bien que l'Élysée s'intéresse à la question. Les conclusions de Jean-Luc Bruneau sont sans appel. Un organisme officiel doit étudier sérieusement le phénomène. En 1977, une deuxième étape est franchie. Un groupe d'études très officiel est créé. Son nom, le GEPAN. Cet organisme, qui dépend du Centre national d'études spatiales, le CNES, centralise les témoignages collectés par la gendarmerie, l'aviation et l'armée et les soumet à une enquête scientifique. La création d'un tel service est historique. Il démontre que le phénomène doit être considéré comme une réalité. Depuis sa création, 6000 rapports d'observation ont été collectés. Une analyse poussée de ces témoignages révèle que près d'un quart des observations d'OVNI sont impossibles à expliquer. C'est énorme. Nous étions en train de regarder Mars quand mon épouse a pointé du doigt un point lumineux qui se déplaçait à grande vitesse. À gauche, à l'est de Mars, est apparu un point très brillant. Pas de halo. Xavier Passot, qui dirige aujourd'hui le GEPAN, reçoit 4 appels par jour de personnes qui croient avoir vu un OVNI. La plupart de ces cas reçoivent une explication rationnelle. Phénomène météo, lanterne volante, lampion, météorite ou satellite? Un cas sur 4 mérite pourtant une enquête. L'objectif, classifier l'observation. Les catégories vont de A à D. D désignant les observations appuyées par les témoignages les plus crédibles et pour lesquelles aucune explication conventionnelle n'a pu être trouvée. Comme ici, avec ces 2 ingénieurs qui ont observé 2 objets au comportement étrange au-dessus de Toulouse. Ce deuxième point lumineux nous a fortement intrigués de par sa trajectoire chaotique. C'est là où réside la grande étrangeté de l'affaire, c'est qu'il n'allait pas droit.
Moi, je pars sur l'hypothèse de la réalité de cette observation, y compris sur ces fameux zigzags qui sont très étranges. Les enquêtes du GEPAN ne répondent pas à la question que tout le monde se pose. Si ce phénomène est réel, quelles hypothèses peuvent l'expliquer? Au milieu des années 90, militaires et scientifiques s'attellent à la rédaction d'un rapport qui fera date dans l'histoire des ovnis. Il s'agit du rapport Cometa. Ancien pilote de chasse, commandant du centre des opérations de l'armée de l'air, le général Denis Letty cumule les responsabilités et les honneurs. Il est le porte-parole du groupe Cometa. Je l'ai rencontré. À la suite de quoi un général de l'armée de l'air s'intéresse-t-il aux phénomènes aérospatiaux non identifiés, aux ovnis? J'étais à un poste au bureau opération où je voyais passer des comptes rendus de gendarmerie qui relataient des observations dans la région. Et ça m'intriguait. Je me suis dit, tiens, quand même, les gendarmes sont des gens très sérieux. S'ils rendent compte de ces phénomènes, c'est qu'il doit y avoir une réalité derrière ça. Jusqu'au jour où le rapport fait par les gendarmeries concernait quelqu'un que je connaissais très bien, qui était un pilote de chasse. Alors là, j'ai viré ma cutie, si je puis dire, parce que là, je m'y suis intéressé de plus en plus. Et ce pilote de chasse se nomme Jean-Pierre Fartec. Son témoignage est exceptionnel parce que son observation a eu lieu en plein jour. C'est sa femme, Janine, qui va apercevoir l'objet en premier. Je lui dis, viens voir Jean-Pierre, il y a quelque chose qui est anormal. C'était quelque chose qui ressemblait à un objet en forme de soucoupe, deux assiettes inversées, l'une au-dessus de l'autre. Une soucoupe bleue et grise. D'une épaisseur de 3 mètres et à peu près 3 fois cette dimension en longueur. Voilà, donc entre 9 et 15 mètres et 3 à 5 mètres d'épaisseur. Et qui se situait devant une rangée d'arbres, qui masquait donc en partie la rangée d'arbres, ce qui m'a fait dire simplement que c'était quelque chose un objet solide et non pas transparent. Un objet de 10 mètres de long, flottant au-dessus du sol, en plein jour. Cet objet essayait de rester en sustentation, comme le ferait un hélicoptère, avec des oscillations. Mais très très lente. Et puis subitement, c'est parti vraiment très très vite. Et il est parti à une vitesse fulgurante, mais au ras du sol, très très près du sol. Il n'y avait pas de bruit. Un avion qui dépasse la vitesse du son provoque un bang sonique. Donc on aurait pu entendre un bruit éventuellement. Là, il n'y avait pas de bruit. La vitesse des engins est hors de nos compétences, un tel silence inexplicable. Pour ce pilote instructeur, il ne peut y avoir de méprise, ce qu'il a vu ne ressemble à rien de connu. Des éléments incontestables aux yeux du général Letty. En 1995, on a formé un petit groupe et on a décidé de faire un rapport pour informer les hautes autorités de l'État de la réalité du phénomène. Rassemblé sous l'égide de l'Institut des hautes études de défense nationale, le groupe Cometa a réuni des ingénieurs, des militaires, qui ensemble se sont penchés sur les cas les plus solides de ces 30 dernières années. L'idée des membres du groupe Cometa était de remettre au président de la République Jacques Chirac et au Premier ministre Lionel Jospin une analyse complète et objective des connaissances sur le dossier OVNI. Pilotes militaires, pilotes civils, enquête du GEPAN, tous ces cas sont étudiés. Un état des connaissances est présenté. Toutes les hypothèses sur l'origine du phénomène sont examinées et ses conclusions sont stupéfiantes. Quelles sont les conclusions que vous présentez dans le rapport Cometa? Nous, en fait, on privilégie l'hypothèse extraterrestre. On ne peut pas affirmer, mais on privilégie cette hypothèse parce que c'est la seule, enfin c'est du moins celle qui cadre le mieux avec les phénomènes observés. Voilà, c'est ça. Parmi toutes les hypothèses étudiées, une seule semble convenir. L'hypothèse extraterrestre est de loin la meilleure hypothèse scientifique. Pourquoi cette hypothèse extraterrestre est-elle privilégiée? Certes, les observations défient nos lois physiques. La vitesse de ces engins est hors de nos compétences. Le silence qui accompagne ces déplacements est impossible.
La taille et la forme de ces objets sont inconnus. Mais l'élément qui va être décisif, c'est ce qu'ont vécu deux pilotes exceptionnels. Ah, comment va? Très bien, et vous? Très bien. Vous rencontrer Monsieur Jean-Paul Abraham. Pour la première fois, ils ont accepté de témoigner publiquement. Je vais vous raconter ça tout de suite. Nous témoignage. allons vous raconter ça. Et ça fait combien de temps que vous n'étiez pas vu? 30 ans. Trentaine d'années à peu près. 30 ans pile. Je suis vraiment content de vous rencontrer parce que c'est pas si fréquent que deux personnes voient le même phénomène en vol. Le colonel Giraud était pilote de chasse et bombardement sur Mirage 4. Le capitaine Abraham, son navigateur. Un des rares équipages qui portaient l'arme nucléaire sous leurs ailes. Ces hommes ont été poursuivis par un ovni. Un comportement tactique, jamais vu, qui suppose la présence d'une intelligence. Vitesse 0,9 de Mach, ça fait 900 à l'heure, quelque chose près. Et là, on a vu une petite lueur bien blanche apparaître à nos 3 heures. Nos 3 heures, c'est-à-dire tout à fait à droite de l'appareil. Et puis cette petite lueur blanche a commencé à grossir, et on était très surpris, Jean-Paul et moi-même, que le radar au sol nous dise rien. Je vois cette lumière telle qu'il me l'a décrit, et puis dans un début, on n'a pas d'inquiétude particulière. À force, ça commençait à devenir très brillant et assez près, pas très près, mais à s'approcher. Donc on a commencé à virer vers lui, par virage à droite. Hein. Mon pilote René, il commence à aller sur cette lumière, comme on ferait d'habitude pour faire un virage relatif. La petite lueur blanche, qui devenait de plus en plus grosse, a commencé à virer avec nous, doucement, comme ça. Alors là, problème, parce que c'est pas habituel, et puis à partir du moment où quelqu'un vous suit comme ça à l'intérieur dans le virage, c'est que les intentions sont pas tout à fait définies, et à mon avis, pas très bonnes. Et on est arrivé à peu près en 180 degrés pratiquement du virage. Je vois cette lumière qui grossit effectivement et qui passe, malgré ma gymnastique pour essayer de la suivre, sur la droite qui passe derrière. Donc j'ai renversé mon virage très très fort pour voir ce qui se passait. Et là j'ai vu une étoile filante disparaître. C'est-à-dire que c'est parti très très vite? Oh, fulgurant. C'est quelque chose qui nous a suivis pratiquement pendant 180 degrés dans le virage. C'est pas quelque chose qui allait n'importe où. Ça nous suivait, c'était l'objectif, c'était notre avion. Et ensuite, ça a disparu. Et au bout de moins d'une minute, je m'adresse à Jean-Paul, je dis « Attention, ça revient, ça revient ». Je sentais que ça allait revenir. Et là, ça n'a pas raté. Pof, la petite lumière, à droite, 3 heures, pof, qui réapparaît. Ah. Je revois la même chose, exactement, la même lumière qui arrive. Et là, tout de suite, j'ai commencé à virer à droite parce qu'il ne va pas me refaire le coup. Et oh ouais, ça n'a pas raté, il s'est remis à l'intérieur du virage. Il était, à mon avis, un Mach 1.4, Mach 1.5, Mach 1.6. Il était largement supersonique. Hein. Et là, pareil, l'étoile filante qui part, mais à une vitesse mais inimaginable. Disons. Vous avez eu peur pendant l'expérience? Ah, on a le cœur qui bat. On a le cœur qui bat non seulement parce que vous être dans une situation particulière, et puis parce qu'en même temps, en parallèle, vous vous posez des questions. Et ces questions n'ont pas de réponse. On a presque peur, quoi. On est habitué à se contrôler. Mais on se contrôle souvent sur des choses auxquelles on a été habitué. Un missile, en contre-missile, en brouillant, on sait quoi faire. Mais devant quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, que le radar ne voit pas, qui a des capacités techniques extraordinaires, on n'est pas armé à faire ça. Il y avait la grosse question, mais qu'est-ce que c'est qui nous arrive sur la gueule, quoi? Voilà. Bon, la première fois, bon, mais par contre la deuxième, il insiste le mec, quoi. Enfin le mec, je sais pas comment dire, mais il insiste, quoi. Donc on n'est pas à l'aise, quoi. La gêne est palpable car le colonel Giraud, bien que certain d'avoir observé un phénomène au comportement intelligent, ne s'explique pas ce qu'il a observé ce soir-là. Vous parlez d'étoiles filantes, est-ce qu'il ne peut pas s'agir d'une étoile filante? Un phénomène naturel qui serait encore à expliquer? Non, les phénomènes naturels ne vont pas suivre un avion pendant 180 degrés, et par 2 fois, c'est pas possible ça. Et vous, votre intime conviction, vous avez été confronté à quoi ce soir-là? Eh bien, quelque chose que je ne sais toujours pas.
toujours pas. Mais c'est quelque chose qui n'est pas de chez nous, quoi. Ça marche à plus de 6000 à l'heure, ça ne se fait pas voir par le radar, ça encaisse des accélérations de 20G, 30G, on ne sait pas combien. Ça fait beaucoup de choses qui sont, à mon avis, en dehors, très largement en dehors, des capacités qu'on pouvait avoir à l'époque pour faire un engin comme ça. Des accélérations de 20 à 30 G. Pour comprendre à quoi cela correspond, il faut voir les simulations que subissent les pilotes dans des centrifugeuses qui reproduisent en tournant la vitesse des avions supersoniques. À plus de 9 G, le pilote d'un avion de combat ne peut pas encaisser l'accélération, c'est trop rapide. Il s'évanouit. À 14 G, le corps humain se disloque. Mais alors, comment est-ce possible? Comment de tels objets peuvent-ils être observés à ces vitesses impossibles à atteindre, même par le plus puissant de nos missiles? Se pourrait-il que toutes ces observations apportent la preuve qu'une autre technologie soit derrière ces phénomènes? La question mérite d'être posée, car sinon, comment expliquer le cas qui a secoué l'Amérique en mars 1997? Des lumières au-dessus de Phoenix la nuit dernière et personne ne sait de quoi il s'agit. Événement étrange au-dessus de Phoenix. Des milliers de personnes ont vu de mystérieuses lumières dans le ciel. La presse a surnommé ce cas les lumières de Phoenix. L'une des plus grandes villes des États-Unis, Phoenix en Arizona, aurait été survolée par un ovni de la taille de 2 terrains de football. Et des centaines de témoins vont décrire la même chose. Ils en parlent comme si c'était hier. Je rencontre un premier témoin. Mon père et moi, on rentrait d'un dîner. On s'est garé devant la maison et j'ai aperçu 5 petites lumières dans le ciel. Et ça se rapprochait de nous. Et ça grossissait de plus en plus. Ça venait droit sur moi. À la fin, c'était tellement énorme qu'on ne pouvait même pas le voir d'un coup. Pour le voir dans son ensemble, il fallait regarder à droite, à gauche, ça allait jusqu'ici, ça allait jusque-là. C'était trop grand pour entrer dans notre champ de vision. On devait tourner la tête. Donc avant de disparaître, l'engin allait de la maison là-bas jusqu'au-dessus de cette colline là, à ma gauche. À peu près gros comme ça. Et il a disparu derrière les montagnes. On pouvait même plus voir le ciel au-dessus de nos têtes. Il fait nuit lorsque Hal voit l'objet s'éloigner. La taille de l'OVNI a été estimée à 600 mètres de large. Vous avez ressenti quoi à ce moment-là? Ça m'a fait peur d'abord. C'était tellement énorme. Tout de suite, mon instinct m'a dit que c'était un OVNI. Et il partait dans cette direction? Oui, par là. Et il progressait très lentement et en silence au-dessus du quartier. Pendant tout ce temps, il était totalement silencieux. Pas le moindre son. Juste du silence. Alors vous aviez un truc aussi grand que ça, au-dessus de vous? Oui. Et pas un bruit? Rien du tout. Et pas de vent, ni de lumière, rien. C'est comme s'il n'y avait rien, mais il y avait quelque chose. Et vous ne pensez pas que vous auriez pu confondre avec quelque chose d'autre? Non. Je passais ma vie à entendre des gens me dire « et si c'était ci, et si c'était ça, et si c'était un avion, une montgolfière ou une fusée ?» C'était rien de tout ça. Rien que j'ai jamais vu ailleurs. Ça se déplaçait dans les airs sans m'éclairer, sans m'envoyer du vent dans la figure, sans faire un bruit. Si j'avais pas regardé en l'air, je l'aurais même pas vu. Voilà un détail qui a son importance. L'objet est tellement silencieux que l'on ne le remarque que si l'on a les yeux levés au ciel. Car bizarrement, les lumières n'éclairent pas le sol. Non mais pendant un instant, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Mais en même temps, c'était paisible et silencieux. Tout s'est passé très vite, mais il est resté longtemps au-dessus de nous. On a vraiment pu voir en détail l'ensemble de l'appareil. C'était plus qu'énorme. Ça n'avait pas la forme qu'on donne d'habitude aux ovnis. Ça ressemblait à une forme géométrique, et ces lumières étaient parfaitement rondes. C'était très brillant, très blanc. Avec 5 énormes lumières à l'avant. Voici les dessins réalisés par les témoins de l'observation. Tous dessinent la même chose, un gigantesque objet triangulaire avec 5 spots lumineux.
On ne pouvait pas le voir en entier, ça recouvrait tout le quartier. C'était tellement énorme. On aurait dit une ville qui flottait dans l'air. En fait, il s'approchait, on a levé les yeux et on a vu que c'était un objet solide. On ne pouvait pas voir les étoiles à travers. Il faisait sombre alors que la nuit était claire. On regardait en l'air et on ne pouvait rien voir. Le véhicule était solide. Et quand on le regardait par en dessous, on ne voyait ni le ciel ni les étoiles. C'était un véhicule solide dans les airs, parce qu'il recouvrait les étoiles. On l'a vu passer dans le ciel, et il recouvrait tout. C'était géant, plus grand que tout ce qu'on ait pu construire. Une structure massive qui cache les étoiles. Non mais comment un appareil si grand, estimé à 600 mètres de long, peut-il voler si bas, si lentement et sans faire un bruit? Il s'est approché de notre maison très lentement, sans le moindre bruit, aucun bruit. Il était totalement silencieux. Et je me souviens, je me suis même dit, mais c'est pas possible. Une technologie inconnue qui évolue à basse altitude dans un silence parfait, avant de disparaître là encore à une vitesse vertigineuse. Et tout à coup, il a juste décollé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il est parti. On l'a vu, il est parti d'un coup. Par l'arrière, il a disparu. Doucement. Et puis stop. Et puis il a disparu. Sans faire un bruit. Il est parti comme un éclair. Et puis il est parti, sans laisser de traces, sans un sillage, sans un bruit. Des témoins qui s'interrogent encore. On a fait beaucoup de recherches sur le net. J'ai même fait ma propre enquête. Je suis allée sur le net et j'ai cherché tous les types d'avions et d'appareils. Et il n'y avait rien de comparable à ça. C'était vraiment étrange. J'étais un peu choqué en fait. C'est vraiment la chose la plus incroyable que j'ai vue de ma vie. Le cas de Phoenix compte parmi les observations les plus impressionnantes de l'histoire des ovnis. Un témoin peut se tromper, deux peuvent être abusés, mais comment expliquer ces centaines de témoignages qui disent tous la même chose? Ils décrivent un objet gigantesque, totalement silencieux, une ville flottant en l'air et disparaissant sans bruit à la vitesse de l'éclair. Plusieurs centaines de personnes vont appeler la police pour déclarer l'inconcevable. Ils ont vu un ovni. Verly, qui recevait les appels, se souvient de ce soir très spécial. Les gens de Phoenix nous appelaient au 911 et racontaient tous la même chose. Un objet volé très lentement à basse altitude et sans bruit. 90% d'entre eux appelaient au sujet des lumières étranges dans le ciel de Phoenix. On a reçu des dizaines d'appels pendant 30-45 minutes. La police décide alors de prévenir le gouverneur de l'État. Mais le plus étonnant, c'est que lui aussi dit avoir vu l'OVNI. C'était ici. J'ai marché jusqu'ici. Cet objet est passé devant nous en planant. Il masquait une partie de Squaw Peak. Donc il était entre nous et la montagne. C'était énorme. Il ne faisait pas un son, pas un bruit. Fife Symington a été gouverneur de l'Arizona de 1991 à 1997. Le gouverneur est la plus haute autorité de l'État. Il dirige la justice et la police. À ce poste, il a côtoyé les plus grands, les présidents des États-Unis George Bush et Ronald Reagan, ainsi que la première ministre britannique Margaret Thatcher. Son rôle à la tête de l'État fait qu'il s'est très peu exprimé. Je l'ai convaincu de témoigner, il m'explique les investigations qu'il a menées suite à cette observation. Des milliers de personnes ont vu ça. Et ils exigeaient une explication. Qu'est-ce que c'était? Alors j'ai démarré une enquête pour découvrir ce qui s'était passé. J'ai donc appelé mon général préféré et je lui ai dit « Ok, je veux savoir ce qui s'est passé la nuit dernière. Je veux que vous enquêtiez là-dessus. Je veux que vous appeliez l'US Air Force à la base militaire de Luke et que vous découvriez ce qu'ils savent. De sources sûres, je sais que l'US Air Force a fait décoller au moins 2 avions pour suivre l'objet. Mais nous n'avons jamais su ce qui s'en est suivi. C'est vraiment un événement extraordinaire, parce que tant de gens l'ont vu, notamment des pilotes de ligne qui atterrissaient sur l'aéroport de Sky Harbor.
L'un d'eux a croisé son chemin et a dit qu'il était assez grand pour qu'il puisse atterrir dessus. Selon votre intime conviction, vous aviez affaire à quoi? Je pense que c'était un vaisseau étranger qui est venu d'ailleurs. Je suis abasourdi. Ces conclusions vont au-delà de ce que j'étais prêt à entendre de la part d'un homme politique. Aucun d'entre nous n'a de réponse satisfaisante à donner. Où est-ce que vous vous trouviez lors de l'observation? Par là. C'est bien là le problème. Malgré les différentes enquêtes menées par le gouverneur ainsi que par l'armée, personne n'a eu de réponse permettant d'expliquer ce phénomène. Comment se fait-il qu'avec des milliers de témoins, avec des pilotes, avec vous, le gouverneur, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu d'enquête qui a été lancée officiellement? Il y a eu beaucoup d'enquêtes, mais personne n'a obtenu de réponse satisfaisante. Inconnu. Un appareil inconnu. Et le comportement logique de n'importe qui serait de se dire si quelque chose est suffisamment important, ça va attirer l'intérêt du public. Et de toute évidence, cet objet était suffisamment énorme. Mais il y a eu un énorme intérêt public. Des films, des livres. Donc, ce n'est pas fini. Les gens se demandent toujours ce qui s'est passé. Mais nous n'obtiendrons probablement jamais de réponse. Un appareil qui aurait décollé d'une base secrète, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc on a ce qu'on a. C'est pour ça qu'on appelle ça un ovni, un objet volant non identifié. Personne ne connaît son origine. C'est impensable. Le gouverneur reconnaît lui-même qu'il n'a aucune idée de l'origine de l'objet. Une seule certitude, ce n'est pas un appareil fabriqué par l'homme. Le cas de Phoenix, par le nombre et la qualité de ses témoins, est sans doute l'observation la plus impressionnante répertoriée à ce jour. Comment la France aurait-elle réagi dans pareil cas? Pour le savoir, je me rends au commandement de la défense aérienne, le CDAOA, pour rencontrer le général Caspar. Nous sommes à Paris, là où sont centralisées toutes les informations restituées par les radars et les satellites. Une surveillance 24 heures sur 24. Ici, on scrute le ciel au-dessus du territoire national pour la sécurité du pays. Donc vous voyez, sur cet écran, on a la situation de tout aéronef qui vole au-dessus de la France et qui est détecté par nos radars civils ou militaires. Donc imaginons qu'on ait un avion militaire qui soit en vol. S'il observe un phénomène qu'il a du mal à identifier, eh bien, le plus simple, c'est qu'il s'adresse directement au contrôleur, qui est relié au Centre national des opérations aériennes que vous voyez ici à Lyon. Instantanément, on pourra regarder si à l'endroit du dit avion, puisqu'il suffit de regarder sur l'écran, eh bien, si on ne voit pas la trace de quelque chose qu'on est en train de détecter. Et nous n'en laissons sur l'écran aucun non identifié. Puisque si nous n'identifions pas correctement un objet sur l'écran, ça veut dire que ça peut être une menace. Et donc, si je détecte quelque chose qui n'a pas été classifié, je vais envoyer un avion dessus ou un hélicoptère pour m'assurer que ce n'est pas une menace. Je relate au général les histoires de Jack Green, qui a observé un objet inconnu venir à son contact plusieurs fois, et celle du colonel Giraud avec son navigateur Abraham. À bord de leur Mirage 4, ils portaient l'arme nucléaire. Peut-on remettre en doute leurs témoignages lorsqu'ils disent avoir été suivis à 2 reprises par un phénomène inconnu? Je pense que tout pilote qui va constater un phénomène et qui va être capable de le décrire de la manière la plus précise et la plus rationnelle possible, on ne peut pas mettre en doute on peut difficilement mettre en doute ce qu'il a vu, parce qu'ils ont suffisamment l'habitude de décrire ce qu'ils voient et on les y entraîne. Même en l'absence de confirmation radar, parce qu'il s'agit de professionnels ultra entraînés, l'armée prend très au sérieux les observations des pilotes militaires. D'ailleurs, aux portes de la France, en Belgique, un cas a été si incroyable que l'armée a dû intervenir. L'armée belge, précisément, affirme avoir détecté sur ses radars des ovnis. À nouveau, l'ovni a la forme d'un triangle et une longueur de plusieurs centaines de mètres. Il a été filmé. Ce qui est exceptionnel dans ce cas, c'est que l'armée est pour la première fois officiellement et publiquement intervenue. Je rencontre l'un des pilotes qui est allé au contact de l'ovni. Il a accepté de témoigner. Commandant Yves Milberg. Oui, bonjour. Bonjour Stéphane, enchanté. Bien. Il s'appelle Yves Milberg et pilotait un F-16, un avion de chasse. Tout commence en 1989.
Pendant 18 mois, quantité de témoins vont observer des énormes ovnis, au point que l'on va appeler ce phénomène la vague belge. Sur cette période de 18 mois, il y a en tout cas entre 1000 et 2000 ou peut-être un peu plus de personnes qui ont observé cet objet en fait de forme triangulaire et qui ont rapporté, en fait, si vous voulez, à un organisme ou à la force aérienne leurs observations. La plupart des témoignages vont tous dans le même sens et ont été faits par des gens, je veux dire, crédibles et encore maintenant qui se posent des questions par rapport à ce qu'ils ont vu. Quels sont les témoignages qui vont le plus impressionner sur cette vague belge ? C'est celui d'un gendarme de la région d'Eupen. Et ce monsieur, enfin ces deux gendarmes, ils ont pu effectivement constater voilà, l'existence d'une plateforme qui était au-dessus d'eux et qui était quand même d'une taille, je veux dire, assez considérable. Il y avait une lumière fort intense et alors ils ont vu en fait de cet objet en fait, sortir d'autres petits objets qui se sont un petit peu dispersés autour de la plateforme, je veux dire, pour la rejoindre quelques secondes plus tard. Et puis alors cette plateforme s'est mise en mouvement, tout ça sans bruit pour finalement accélérer et disparaître très rapidement dans l'espace. Donc voilà, étant donné qu'il s'agit d'une personne accréditée, d'une personne crédible, je veux dire, ça interpelle toujours. Lorsque l'armée devient elle-même témoin de ce phénomène, la réaction est immédiate. La sécurité du pays est peut-être en jeu. L'état-major prend alors la seule décision possible, l'alerte est donnée. 2 avions de combat sont envoyés au contact. Les pilotes ont 10 minutes pour décoller. Yves Milsberg est mobilisé. C'est lui qui part ce soir-là. On nous donne comme mission en fait, d'intercepter et si possible d'identifier en fait, cet objet. Donc juste après le décollage, on est rentré en contact radio avec le centre de contrôle aérien de Glon, qui nous a donné en fait des indications pour essayer de s'approcher au plus près en fait de l'objet. Il est 22 h. Un contact visuel a été confirmé par plusieurs témoins et par la gendarmerie au-dessus de la région de Louvain. Et si l'armée se mobilise, c'est parce qu'au même moment, plusieurs stations de contrôle au sol observent elles aussi des contacts radars sur leurs écrans. Et alors il se passe comment votre vol ? Le vol, en fait, on essaye pendant à peu près une demi-heure d'intercepter cet objet, qui a un comportement fort erratique. Mais vous le voyez ? Alors on ne le voit pas parce qu'on est en contact radar avec lui à 2 reprises sur cette demi-heure. Et on s'en approche, je vais dire, au plus près, à un moment donné, à 8 km. Mais malheureusement, en fait, on n'a pas d'observation visuelle en fait, de l'objet. Donc on a bien une confirmation au niveau des 2 radars embarqués, des stations au sol, mais nous, on n'a pas de contact visuel. Un objet inconnu est repéré par 3 radars au sol et 2 radars embarqués. C'est évident, quelque chose se trouve vraiment dans le ciel. Les avions de chasse le poursuivent et tentent de le rattraper. Quel comportement affectait cet objet ? L'objet, en fait, un petit peu comme les témoins au sol le décrivaient de temps en temps, c'est-à-dire qu'il changeait, je vais dire, de vitesse très rapidement. Donc il est passé de vitesse relativement faible à des vitesses plus que supersoniques. Également, il changeait d'altitude très rapidement, donc il y a eu des grosses variations d'altitude vers le haut ou vers le bas, et la même chose pour la direction. Donc en fait, c'était assez difficile au niveau du radar, et nous, au niveau de l'interception, de parvenir à s'en approcher parce que voilà, il bougeait un petit peu dans tous les sens, si on peut s'exprimer ainsi. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'inexpliqué dans ce que vous observiez en vol ? Oui, parce que voilà, il n'y a aucune technologie à l'époque, et encore maintenant, qui permettent à un avion en fait, de se mouvoir de cette façon. Donc les accélérations étaient trop grandes, les changements d'altitude trop rapides, changements de direction aussi, donc il n'y a aucun avion, aucun appareil, et même aucun être humain, je veux dire, qui est capable de supporter à l'heure actuelle des accélérations de ce type-là. Pourquoi elles étaient de quel ordre ? L'ordre de passer de 300 km/h par exemple à 3000 km/h en l'espace de quelques secondes. C'est ce que vous observiez sur votre radar, ça ? Le radar observait des vitesses jusqu'à 1010 nœuds, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 2000 km/h, et puis après ça, en fait, il perdait le contact. Donc on peut supposer qu'il y avait une accélération très brutale, je veux dire entre une vitesse quasiment nulle jusqu'à au moins 2000 km/h, très rapide. La vague belge résume à elle seule le problème. Les avions de chasse sont incapables de rattraper cet objet gigantesque qui s'enfuit avec une vitesse telle que même les radars ne peuvent suivre.
Je décide de me rendre au CNES, le Centre national d'études spatiales, afin d'y rencontrer un spationaute. Ce qu'il va me dire est inimaginable. Il s'agit de Jean-François Clairvoy. En 50 ans, ils sont seulement 9 Français à avoir été dans l'espace. Jean-François est l'un d'eux. Il a effectué 3 vols spatiaux à bord de la navette américaine. Il a voyagé sur Mir, la station spatiale russe, et a été envoyé pour réparer le télescope Hubble en orbite. Qui, mieux que lui, peut avoir un avis sur ces phénomènes spatiaux non identifiés? Au cours de notre enquête, on a vu des témoignages, des dizaines, voire des centaines de témoignages de personnes rapportant avoir observé un phénomène au comportement intelligent, au comportement parfois tactique. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ça? D'abord qu'il y a des phénomènes aérospatiaux non identifiés avérés. Donc ce n'est pas une question de croire ou pas croire. Ces phénomènes sont prouvés. Des phénomènes, je veux dire, non identifiés, c'est-à-dire pour lesquels il n'y a aucune explication connue en aéronautique, en spatial, en matériaux, en capacité d'évolution, en vitesse, en taux de virage, etc. Donc ça, c'est reconnu. Il n'y a pas à le mettre en doute. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des phénomènes avérés qui sont racontés de la même façon par des personnes différentes qui ne se connaissent pas forcément. Et il y a plusieurs points communs. C'est très furtif, aucun bruit. C'est très agile. Ça peut suivre un avion qui évolue. Donc il y a une forme d'intelligence dans ce phénomène ou cet objet. Mais aujourd'hui, avec tout ce que l'on connaît de possible sur Terre, on ne peut pas l'expliquer. Donc qu'est-ce qui reste comme hypothèse? Une hypothèse extraterrestre. C'est énorme. Mais écoutez, toutes nos missions spatiales d'aujourd'hui, les sondes interplanétaires, autour de Mars en particulier, quel est leur but? Chercher des traces de vie. Le phénomène est avéré, il est là. Il ne faut pas le remettre en question. Maintenant, il faut se poser la question, qu'est-ce qui a créé ce phénomène? Et j'aimerais bien connaître la réponse. Vous, personnellement, quelle est votre hypothèse sur ce phénomène? Dans l'univers visible, il y a entre 100 et 200 milliards de galaxies, et dans chaque galaxie, il y a de l'ordre de 100 milliards d'étoiles. Ça fait 10 avec 22 zéros étoiles. Autour des plus proches, on trouve des planètes. Vous imaginez le nombre de planètes probablement existantes dans l'univers? La probabilité que l'une d'entre elles soit similaire à la Terre et puisse abriter la vie est forcément maintenant d'un niveau raisonnable qui nous permet de penser que c'est vraiment possible. Il ne faut pas s'interdire de croire que la vie existe ailleurs, ni d'ailleurs la vie intelligente. Il ne faut pas s'interdire non plus de croire qu'on est tout seul. Mais ceux qui pensaient qu'on était tout seul sont de moins en moins nombreux. Imaginons que toute l'histoire de l'univers ne représente qu'une année. Le Big Bang correspondrait au 1er janvier à 0 heure. Et aujourd'hui, nous serions le 31 décembre à minuit. Sur cette échelle du temps, la Terre est apparue très tard, le 14 septembre. Les dinosaures, le 25 décembre. Le plus vieil ancêtre de l'homme n'apparaît que le 31 décembre à 22h30. L'évolution entière de l'humanité s'est donc faite en 1h30 seulement. Imaginez maintenant que la vie soit apparue sur une autre planète juste un jour plus tôt. Elle aurait 40 millions d'années d'avance sur nous. Il est peut-être temps d'y réfléchir.